est-ce que vous suivez tous le cours de physique quantique? Non? Ah bon, alors je vais me représenter rapidement. Donc, je m'appelle Étienne Parizeau. Je suis astrophysicien au laboratoire APC, acronyme pour dire Astroparticules et Cosmologie, donc dans le bâtiment Condorcet que vous connaissez, bâtiment de physique. Vous pouvez me trouver en salle 539A ou 413A. Et je travaille sur les rayons cosmiques, pour ceux que ça intéresse. Mais on ne va pas parler de rayons cosmiques, encore que les rayons cosmiques font intervenir évidemment la théorie de la relativité. En fait, tout fait intervenir la théorie de la relativité, puisque c'est une théorie de l'espace-temps. Donc tout ce qui s'inscrit dans l'espace-temps, donc tous les phénomènes physiques que l'on connaît, font intervenir la théorie de la relativité. Donc vous pouvez aussi m'envoyer des mails à parizeau@apc.in2p3.fr et vous pouvez retrouver les cours en intégralité s'il n'y a pas de problème technique. Malheureusement pour le cours de physique quantique de lundi dernier, le son n'a pas fonctionné. Je suis désolé, donc il n'y aura pas le premier cours, mais bon, là j'espère que là c'est bon. Je crois que j'avais mis mon micro dans la petite fente pour le signal fibre optique au lieu de... c'est assez idiot, mais je pense que ça devrait marcher. Donc vous trouverez les cours sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom, sur laquelle je mets tous mes cours. Donc il y a en particulier les cours de relativité de l'an dernier aussi, dans une playlist à part. Je vais faire une nouvelle playlist pour le cours de cette année. Ce sera la même chose, mais différemment. Enfin, je ne fais jamais deux fois exactement pareil, mais évidemment, c'est la même matière. Donc, si vous voulez, s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, vous pouvez éventuellement consulter les vidéos de l'an dernier pour voir comment je l'ai dit. Je l'ai peut-être mieux dit, je l'ai peut-être moins bien dit, j'en sais rien. Bon, bref. En tout cas, vous retrouverez tous les cours ici, et n'hésitez pas... alors, évidemment, je le dis d'abord ici... J'espère que le cours va être interactif, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à poser les questions, toutes les questions que vous voulez. Quel que soit le... Enfin, si vous vous posez une question, c'est une bonne question par définition. Après, on verra ce qu'on en fait, mais c'est vraiment important de ne pas laisser une question ou une incertitude ou une incompréhension en tête. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, et vous pouvez aussi poser des questions après coup, a posteriori, après mûre réflexion. Si d'un seul coup, en révisant votre cours, vous voyez un truc, vous dites mais ça quand même c'était pas clair. Vous pouvez me les reposer ici la semaine d'après, mais vous pouvez aussi les poser sur YouTube, ça sert à tout le monde potentiellement. Donc, bref, j'espère que le cours sera interactif et j'espère aussi qu'il répondra à votre curiosité. Et j'espère que vous avez de la curiosité pour cette magnifique théorie, la théorie de la relativité, que l'on doit donc à Einstein, mais évidemment, aucun travail humain, je dirais, n'est le travail d'une seule personne. C'est toute une évolution de l'histoire de la physique, de l'histoire de la pensée, de l'histoire de la philosophie qui conduit à cette merveille qui est la théorie de la relativité, qui est venue remettre en question des choses extrêmement profondes, extrêmement centrales dans la manière dont on se représente la réalité physique. Et ça a été du coup une révolution majeure qui a eu lieu donc essentiellement en 1905. Alors il y a eu quelques prémices avant. Vous savez tous qu'on doit à Albert Einstein la formulation de cette théorie de la relativité, que je vais présenter d'une façon un peu différente de la manière historique. Historiquement, la théorie de la relativité fait suite à la découverte des lois de l'électromagnétisme qui conduisent à des conflits entre donc, cette théorie de l'électromagnétisme, la théorie qui s'appuie sur les équations de Maxwell, donc qui s'est développée tout au long du XIXe siècle, cette unification entre les phénomènes électriques et les phénomènes magnétiques, qui voit donc, avec les travaux de Faraday, etc.,
Tout ça mène aux équations de Maxwell, et dans les équations de Maxwell est contenue une conséquence des équations de Maxwell, c'est l'existence d'ondes électromagnétiques. Donc, je vais noter électromagnétique. Je suppose que vous avez tous déjà fait de l'électromagnétisme ou pas encore? Si. Donc vous connaissez les équations de Maxwell et vous savez que rotationnel de divergence de rotationnel de B divergence de B, quand on mélange tout ça en deux lignes, on tombe sur l'équation d'onde, par exemple Laplacien de E vectoriel, donc moins 1 sur epsilon, moins epsilon 0 mu 0 d2E sur dt2 par exemple, égale 0, voilà. Ça, c'est une équation d'onde. Il y a la même avec B, la même, exactement. Il y a la même avec le potentiel vecteur A et avec le potentiel électrostatique V, si on choisit la bonne jauge. Et ça, c'est une équation d'onde avec ici, ce paramètre, on peut l'écrire 1 sur C2. Et vous avez donc une vitesse qui apparaît dans cette équation. Cette vitesse est une constante, c'est 1 sur racine de epsilon 0, permittivité du vide, fois mu 0, perméabilité magnétique du vide. Vous avez donc une vitesse qui apparaît dans cette équation, qui est un nombre, enfin dimensionné, donc ça a la dimension de l'inverse du carré du vitesse, très bien, enfin c'est une dimension physique, donc la valeur numérique de ce nombre-là dépend évidemment du choix du système d'unité, mais en tout cas c'est un nombre qui est constant, qui ne dépend de rien, et en particulier qui ne dépend pas du référentiel dans lequel on se trouve. C'est assez troublant. C'est assez troublant parce que, en général, la vitesse d'un corps, quel qu'il soit, ou d'une onde, dépend du référentiel. La vitesse de quoi que ce soit dépend du référentiel. La personne qui est en train de marcher là dehors, elle marche à une certaine vitesse par rapport à nous, par rapport au sol, mais par rapport au bus qui est en train de passer là-bas, évidemment, la vitesse est différente. Donc la vitesse doit dépendre du référentiel. Alors, la vitesse d'une onde a un référentiel privilégié. Par exemple, une onde à la surface de l'eau, je sais pas, je prends un lac ou la mer, une onde à la surface du lac, bon, bah, ça se déplace à la vitesse des vagues sur l'eau. Et évidemment, donc il y a une vitesse bien particulière par rapport à l'eau, parce que l'eau, c'est le support de cette onde. Donc évidemment, il y a un référentiel privilégié pour une onde qui se déplace dans un milieu, c'est le milieu lui-même. Mais là, il n'y a aucune référence à un milieu particulier. Ce sont des ondes qui se propagent dans le vide, il n'y a pas un milieu qui le porte. Donc, comment se fait-il qu'il puisse y avoir une vitesse particulière? Si c'était une vitesse par rapport au milieu, encore une fois, oui, d'accord, c'est la vitesse des ondes dans le milieu. Là, il n'y a pas de milieu, donc c'est la vitesse des ondes dans quoi? Par rapport à quoi? D'où l'idée que, en fait, peut-être il y a un milieu, on croit que c'est le vide, mais en fait, non, il doit y avoir un milieu qu'on appelait l'éther, comme vous savez, qui du coup doit être le support des champs électromagnétiques, et en fait ces ondes elles se propagent dans l'éther. Et du coup, c'est quoi ce milieu? Quelles sont ses propriétés? Alors le problème c'est que ce milieu, il doit être là, puisque la lumière se propage là, mais à travers la vitre aussi la lumière se propage. Donc en fait l'éther il rentre dans la vitre, mais en fait il rentre un peu partout, et c'est quoi ses propriétés? Et ok, admettons qu'il y ait ça, mais du coup, si je me déplace par rapport à l'éther, de même que s'il y a des vagues à la surface de l'eau, je ne sais pas, dans une rivière ou sur un canal, et que moi je me déplace, du coup par rapport à moi, quand je me déplace ou quand je ne me déplace pas, la vitesse des ondes est différente. Et puis la Terre se déplace autour du Soleil, par conséquent, si effectivement il y a un milieu qui transmet les ondes électromagnétiques entre le Soleil et nous, par exemple, donc partout dans le système solaire en fait, s'il y a un milieu qui vibre comme ça, dans lequel la vitesse des ondes est la vitesse c, ça c'est par rapport au milieu, mais puisque la Terre se déplace par rapport à ce milieu, par rapport à la Terre, la vitesse des ondes devrait être différente.
Donc, suivant dans quel sens on se déplace, enfin, si l'éther, il est, je sais pas, il est au repos dans un certain référentiel. Si nous, on se déplace par là, alors la vitesse des ondes dans la direction de notre déplacement, enfin, opposée, devrait être plus grande. Et ça devrait changer les fréquences, enfin, ça devrait faire des effets qui sont très faciles de calculer. Donc, en regardant, juste en prenant en compte le déplacement de la Terre autour du Soleil, qui se fait quand même à des vitesses importantes, hein, puisqu'on est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Hein, alors, si vous calculez 2 πr, ça fait beaucoup, enfin, ça fait une grande circonférence qui est parcourue en 1 an seulement. Donc, par seconde, on bouge pas mal, en fait. À peu près 30 km par seconde. Merde, rien. Donc ça commence à être conséquent par rapport à la vitesse de la lumière. Certes, 300 000 km², mais c'est 300 000 km par seconde, mais 30 par rapport à 300 000, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, donc ça doit pouvoir se mesurer, ça. Et quand on essaye de le mesurer, ben, on trouve que non, il y a, quelle que soit la période de l'année, donc quelle que soit notre vitesse particulière par rapport au système solaire, à un instant donné, ça change tout le temps, parce qu'on fait le tour, quel que soit donc le moment de l'année, c'est toujours la même vitesse, et dans toutes les directions, il n'y a pas une direction différente. Comme si, effectivement, donc, il n'y avait pas d'éther. Bon. Donc ça, c'est des problèmes qui se sont manifestés rapidement après la découverte des ondes électromagnétiques. Il y a un autre problème, peut-être... j'allais dire plus profond, parce que théorique, mais on pourrait contester la chose, on pourrait dire qu'au contraire, c'est le problème expérimental qui est plus profond, parce que là, il ne s'agit pas de dire si la théorie a raison ou pas, l'expérience montre qu'il n'y a pas ce déplacement relatif. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus profond, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les équations de Maxwell proprement dites, rod de B, diff de B, etc., on voit qu'elles ne sont pas invariantes par changement de référentiel, si on applique des lois de changement de référentiel galiléennes, enfin des trucs évidents qui nous paraissent évidents depuis toujours, on va revoir ça tranquillement. En tout cas, normalement, Galilée l'a dit il y a bien longtemps, et le principe de relativité d'Einstein ne dit pas autre chose. Le principe de relativité d'Einstein, c'est le principe de relativité galiléenne, enfin, pour la relativité restreinte. Ce principe de relativité nous dit que se déplacer, ça ne veut rien dire. Il y a un sens à dire qu'on se déplace que par rapport à quelque chose, parce qu'en soi, j'ai beau marcher, je ne me déplace pas par rapport à moi-même. Donc je peux dire que je me déplace par rapport à autre chose, mais se déplacer, ça ne veut rien dire. Par conséquent, quel que soit l'état de mouvement d'un observateur ou d'un laboratoire de physique, quelle que soit l'expérience qu'on fait, le résultat ne doit pas dépendre du mouvement par rapport à une référence donnée, puisque la référence est complètement arbitraire. Si je choisis une autre référence, pourquoi ça changerait? Alors, à condition que ce soit des référentiels galiléens, je vais reposer ça très proprement, mais en tout cas, le principe de relativité qui est une évidence philosophique, on peut dire, je vais rappeler tout ça et d'où ça vient, mais ce principe de relativité nous dit que les lois de la physique ne doivent pas dépendre du référentiel au sein duquel on se place pour décrire le monde, puisque le monde, il est ce qu'il est. Ce qui se passe, ça se passe. Que moi, je le regarde de tel point de vue ou de tel autre, il se passe la même chose. Donc les lois de la physique qui gouvernent ce qui se passe, ou en tout cas qui décrivent ce qui se passe, ne peuvent pas dépendre du référentiel. Or, quand on prend les équations de Maxwell et qu'on change de référentiel, c'est-à-dire que la même réalité physique, mais on la décrit dans un autre référentiel, bah, c'est plus la même forme des lois. C'est plus les mêmes lois. Donc ça veut dire que les lois dépendent du référentiel, mais c'est-à-dire que la nature sait dans quel référentiel on se place pour la décrire. Ça n'a évidemment aucun sens. Donc il y a un conflit profond qui est bien... C'est pour ça que je pense que c'est même bien plus profond qu'un conflit expérimental où il y a peut-être des effets auxquels on ne pense pas, qui pourraient contrecarrer. Là, si vous avez une théorie qui n'a pas la même forme, qui n'est pas la même si vous changez de référentiel, sans changer le monde, juste en changeant votre façon de décrire ce qui se passe. Si donc vous avez une théorie qui n'est pas invariante par changement de référentiel galiléen, en l'occurrence, eh bien elle est fausse, elle doit être fausse. Sauf si le changement de référentiel galiléen, si les lois de changement de référentiel, comme on passe des coordonnées dans un référentiel aux coordonnées dans un autre, sauf si c'est ça qui est faux. Alors,
c'est compliqué parce que là, du coup, à la fin du 19e siècle, on est face à un dilemme. Parce que d'un côté, les lois de changement de référentiel de Galilée, elles sont évidentes de chez évidentes. C'est vraiment, bah, oui, évidemment, enfin, depuis toujours, il paraît absolument évident à tout le monde que ça a un sens de dire ah tiens, en ce moment, là-bas, il se passe quelque chose. Il paraît évident à tout le monde que ça a un sens de dire en ce moment, à New York, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et en fait, bah non. Mais c'est une des conséquences de l'examen que fait Einstein et quelques autres de la situation et de la structure de l'espace-temps, on va y venir. C'est que la notion de simultanéité, le fait que deux événements puissent avoir lieu en même temps, cette notion-là est en fait erronée, elle n'a en fait aucune réalité physique. Mais ça contredit évidemment toute notre intuition sur la réalité physique. Mais donc, le dilemme face auquel on se trouve, c'est que les lois de changement de référentiel galiléen qui essentiellement s'appuient sur l'existence d'un temps absolu, mais c'était même pas formulé qu'il y avait un temps absolu, enfin si, plus ou moins, mais je veux dire, c'était même pas une question, c'est « Ah, et si le temps n'était pas absolu ?» Non, bien évidemment, le temps est absolu, enfin c'est consubstantiel pardon, vraiment à notre représentation du monde, qui ça a un sens de dire maintenant, il se passe quelque chose maintenant, même là où je ne suis pas. Ok, j'y suis pas, donc je ne sais pas, je ne vois pas, et peut-être que voilà, si quelqu'un lève la main derrière, le temps que la lumière me parvienne, je vais le voir avec un peu de retard. Ok, donc au moment où je vois ce qui se passe là-bas, ça se passe déjà plus, mais n'empêche, au moment où je dis maintenant, il se passe un truc là-bas. Que je le découvre plus tard ou que je le découvre jamais, ne change rien. Il se passe quelque chose maintenant, ça a un sens de dire maintenant. Donc ça, c'était vraiment, c'est ancré dans notre représentation du monde. Donc, abandonner ça, c'est un peu compliqué. Il faut des preuves un peu solides. Alors maintenant, on les a. Et puis en plus, je vais vous montrer les choses d'une autre façon. Mais, donc, le dilemme, c'est ça. C'est est-ce que ça, alors, c'est faux, en fait? Ou est-ce que tout simplement, les lois de l'électromagnétisme sont jolies, d'accord, mais bon, bah, en fait, elles sont fausses, puisqu'elles ne sont pas invariantes par changement de référentiel. Donc, c'est pas possible. Ou alors, c'est le principe de relativité qui est faux, et que du coup, il y a un référentiel absolu, et que finalement, ça redevient... on a à nouveau un sens à dire, on se déplace. Il n'y a pas besoin de préciser par rapport à quoi. Il y a une référence absolue qui est donnée dans l'univers. Ces trois choses-là, les équations de Maxwell, les lois de changement de référentiel et le principe de relativité, ont l'air, toutes les trois, extrêmement profondes dans notre compréhension de la réalité. On sent bien que... Enfin, on ne voit pas bien comment on peut les attaquer. Et pourtant, elles sont incompatibles. C'est ça le point, c'est ça le constat. Alors, il pourrait être tentant de dire, oui, mais enfin, le dernier truc qui est arrivé dans le jeu, si on peut dire, les équations de Maxwell, c'est peut-être ça qui est faux. Oui, mais les équations de Maxwell, elles sont bigrement efficaces, elles décrivent énormément de choses. Alors, ce n'est pas juste le succès de la description de l'électromagnétisme et de tous les phénomènes associés via ces lois de Maxwell. C'est que cette théorie est extraordinairement cohérente, simple, et en général simple dans la structure. En général, ça, c'est un bon critère de vérité. Quand vous commencez à rafistoler des trucs, vous formez un échafaudage compliqué pour expliquer un phénomène, à moins que le phénomène lui-même soit compliqué. Auquel cas, évidemment, il faut... Mais si le phénomène est simple et très universel, vous mettez une charge, vous la déplacez, il se passe un truc. L'induction électromagnétique, vous avez un fil de fer, vous amenez un aimant, ça fait un courant. C'est pas des trucs... Enfin, voilà, c'est un truc très, très, très général. Et puis, la lumière qui se propage, c'est ultra général. Enfin, donc, vous avez tout un tas de phénomènes, y compris donc les ondes lumineuses, dont personne ne soupçonnait que c'était des ondes électromagnétiques quand on a commencé l'électromagnétisme. C'est après, on a découvert, ah mais en fait, il y a des ondes électromagnétiques, ah puis justement, elles ont une vitesse, c'est précisément la vitesse qu'on a mesurée pour la lumière. Donc on a compris que c'était ça la lumière en fait. Mais ce n'était pas prévu à l'avance. Donc vraiment, cette théorie,
C'est pas, ouais, tiens, je fais une théorie comme ça dans un coin, ça a l'air de marcher, c'est pas mal. Si elle entre en conflit avec d'autres trucs, c'est qu'elle est fausse, du coup. Non, non, cette théorie, elle est vraiment, vraiment bien justifiée, bien ancrée. Elle a une structure qui donne vraiment confiance et elle a permis d'expliquer des choses qu'on ne soupçonnait pas. C'est-à-dire qu'elle a une espèce de généralité, d'universalité. Donc peut-être qu'elle n'est pas le dernier mot, mais en tout cas, ce n'est pas juste qu'on peut la balayer comme ça. Elle dit quelque chose de la réalité. Elle ne dit pas tout, forcément. Il y a peut-être des subtilités à rajouter, des petites corrections à faire quand on se place dans d'autres contextes, etc. Mais ce n'est pas juste, elle est fausse et puis on la balance. Au moins, dans les limites où elle est juste, elle doit pouvoir s'appliquer. Or, quelles que soient les limites dans lesquelles on le considère, ça ne satisfait pas au principe de relativité. Enfin, ce n'est pas invariant par changement de référentiel. Ça, c'est juste un fait, quel que soit le contexte. Donc, c'est pas, elle pourrait être juste de temps en temps ou pas. Non, elle n'est jamais juste si le principe de la relativité est correct et les lois de changement de référentiel galiléen standard sont correctes. Donc, il y a un vrai conflit, il y a un vrai problème. Et donc, historiquement, c'est effectivement la découverte des lois de l'électromagnétisme, et puis la compréhension que des ondes électromagnétiques les phénomènes lumineux sont associés aux ondes électromagnétiques, et la constatation expérimentale qu'il n'y a pas de mouvement propre de la Terre par rapport à l'éther, qui serait le support des ondes électromagnétiques, quel que soit le moment de l'année. Donc, sinon, il faudrait que l'éther soit entraîné avec la Terre. Oui, mais alors ça veut dire qu'il y a un truc très très spécial avec la Terre. Parce que si on va dans une autre planète, du coup, c'est plus vrai, ou même sur le Soleil, enfin n'importe où ailleurs dans l'univers, c'est plus vrai. Il faut que ça aille avec la Terre. Bon, c'est pas très raisonnable. Je veux dire, toute l'histoire de la physique a plutôt tendu à montrer au contraire que la Terre n'est pas immobile, n'est pas au centre de l'univers, que le Soleil non plus, que la galaxie non plus. Enfin voilà, donc il n'y a rien de spécial sur la Terre. Donc supposer que l'éther, le support de tous les phénomènes lumineux possibles et imaginables, y compris la lumière qui vient d'autres étoiles très très loin, tout converge sur la Terre. Bon, bref, tout ça n'a pas de sens. Donc c'est pas ça le problème. Bref, donc tout ça pour dire que historiquement, c'est par la considération des phénomènes lumineux et de l'électromagnétisme qu'on est arrivé, qu'on a été obligé de tomber sur la relativité. Mais ça, c'est historique. Et ce n'est pas l'approche que je vais suivre, pas du tout, et pour une bonne raison, enfin que je considère bonne, sinon je ne le ferai pas, mais je pense qu'il est plus instructif et plus profond d'un point de vue physique d'aborder la question de la relativité, en tout cas restreinte, encore une fois, on ne va pas faire de relativité générale ici, d'aborder cette question simplement sous l'angle d'une réflexion sur l'espace et le temps. Parce qu'au fond, c'est un peu une anecdote que la vitesse particulière qui intervient dans la structure de l'espace-temps, telle qu'on la voit dans la relativité générale, c'est un peu une anecdote que ce soit la vitesse de la lumière. Et d'ailleurs, on l'appelle la vitesse de la lumière parce que la première fois qu'on a mesuré cette vitesse, on a vu que c'était la vitesse des ondes lumineuses, électromagnétiques, mais il n'y a pas que la lumière qui va à la vitesse de la lumière. Comme on le verra, en fait, c'est une conséquence aussi de la relativité, toute particule de masse nulle va à la vitesse de la lumière. Donc, je sais pas, maintenant on sait que les neutrinos n'ont pas une masse nulle, en tout cas pas tous, mais jusqu'à une date assez récente, on pensait que les neutrinos avaient une masse nulle. Bon, ils allaient à la vitesse de la lumière, et on aurait pu appeler ça la vitesse du neutrino. Bon, maintenant on sait que ce n'est plus le cas pour le neutrino, mais le graviton, pour autant qu'on peut se référer à un graviton, il y a des problèmes entre relativité générale et physique quantique, mais le graviton, s'il existe, enfin si ça a un sens d'en parler dans ce cadre-là, il a une masse nulle, donc il va à la vitesse de la lumière. Tout ce qui a une masse nulle va à la vitesse de la lumière. Donc il n'y a rien de spécifique avec la lumière. C'est vraiment une propriété de l'espace-temps. Et ce qui est intéressant dans la théorie de la relativité restreinte, c'est précisément que ce n'est pas une théorie de quelque chose. C'est d'un phénomène
physique particulier. C'est une théorie de l'espace-temps. On me dirait c'est quelque chose, mais plus exactement, c'est même pas une théorie de l'espace-temps au sens où ça ne nous dit pas ce que c'est que l'espace et le temps. On ne sait toujours pas ce que c'est que l'espace et le temps. On constate qu'il y a un espace et un temps, enfin un truc qu'on se représente comme, enfin, spatialement, temporellement. On va repréciser ces choses-là. Mais on ne sait pas ce que c'est. Par contre, cette théorie est une théorie de la structure de l'espace-temps. Je ne sais pas ce que c'est l'espace, je ne sais pas ce que c'est le temps. Mais cette théorie me dit quelle est sa structure à l'espace et au temps. Et en fait, cette théorie identifie une structure géométrique globale qui est l'espace-temps. Ça, c'est une nouveauté très importante et je vais passer beaucoup de temps à vous faire sentir, d'abord un petit peu avec les mains, mais après évidemment avec les équations et la transformation de Lorentz, à vous faire sentir qu'est-ce que ça veut dire qu'on a un espace-temps et pas juste l'espace et le temps. Parce que ça, on le sait depuis toujours qu'il y a l'espace et le temps. Oui, évidemment. Et donc, je les mets ensemble et ça s'appelle l'espace-temps. Oui, ok, Platon aurait pu le dire. L'espace-temps, c'est pas l'espace et le temps. Et c'est pas juste, pour faire de la physique, on est obligé de considérer les deux. Évidemment, s'il n'y a pas de temps, il n'y a rien qui se passe. S'il n'y a pas d'espace, si tout est au même point, il n'y a rien. On ne peut même pas identifier des choses. Donc, bien sûr, il y a l'espace et le temps. Ils sont indissociables aussi, d'une façon qu'on va expliciter un peu plus tard. Mais ce n'est pas juste ça. La théorie de la relativité, c'est une théorie de la structure de l'espace-temps. Et la vraie découverte fondamentale, c'est qu'il y a une structure particulière qui mêle l'espace et le temps et que, d'une certaine façon, ils sont de même nature, c'est-à-dire ils interviennent ensemble, conjointement et de façon indissociable, dans une structure géométrique à 4 dimensions qui a des propriétés particulières qu'on va étudier et dont on va examiner les conséquences. Donc, c'est une théorie de la structure de l'espace-temps et je vais donc l'introduire à partir d'une réflexion sur l'espace et le temps. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut parfaitement démontrer la théorie de la relativité restreinte, simplement à partir d'une réflexion sur l'espace et le temps. Quel est réellement le contenu de notre intuition physique, de notre intuition mécaniste, le fait qu'il y a de l'espace et le temps? On a intuitivement des idées très fortes, c'est-à-dire très difficiles à contredire, sur des propriétés de l'espace et du temps, homogénéité de l'espace, le fait que ici ou ailleurs c'est pareil, on va revenir là-dessus, uniformité du temps, si je fais une expérience maintenant, si je fais la même dans 10 minutes, il va se passer la même chose. Sauf si les circonstances ont changé, bien sûr, mais justement, si les circonstances ne changent pas, ça n'a aucun sens de dire que je fais l'expérience maintenant. Jamais maintenant intervient dans les lois de la physique. Jamais. Vous n'avez jamais vu dans les lois, enfin si vous écrivez l'équation de Newton, mdv sur dt égale F, il n'y a pas de maintenant là-dedans. Il y a un temps, il y a un dt. Ce qui compte, c'est l'intervalle de temps, évidemment. Mais de quel instant on parle, jamais ça intervient. Voilà. Donc le temps est uniforme. Peu importe où est-ce qu'on met le zéro de l'horloge. Donc, uniformité du temps, homogénéité de l'espace, isotropie de l'espace. Si je me tourne là par rapport à vous, évidemment, ça change les choses. Mais si je tourne tout le monde, alors si je tourne juste la classe par rapport à ça, ça va encore changer. Mais si je tourne vraiment tout, ça ne change rien. Ça ne veut rien dire que je suis dans une certaine direction. Il n'y a pas de direction, sauf par rapport à autre chose. Donc, cette isotropie de l'espace, c'est aussi quelque chose qui est vraiment profondément inscrit. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que juste en supposant, disons, en acceptant cette intuition vraiment profonde d'isotropie, uniformité, homogénéité, on va démontrer la transformation de Lorentz, on va montrer qu'il n'y a pas d'autre façon de respecter ces propriétés fondamentales que de la façon dont le fait la relativité restreinte, avec l'apparition d'une grandeur, d'une constante, qui se trouvait être la vitesse de la lumière, mais encore une fois, c'est une anecdote, c'est juste une constante de structure de l'espace-temps, qui a une certaine valeur, qui pourrait être autre chose,
mais peu importe, puisque c'est un facteur c'est un facteur dimensionné. Donc si vous changez les unités, ça vaut autre chose. Donc encore une fois, ce n'est pas la valeur numérique qui compte, c'est le fait qu'il y en ait une. Alors le seul truc, c'est que cette constante-là, elle pourrait être infinie, ou plus exactement, cette constante-là, l'inverse de C, ça pourrait être nul. Si c'était nul, on serait en physique galiléenne. Donc la géométrie de l'espace-temps galiléenne ou newtonienne, si vous voulez, avec un temps absolu, ce n'est pas quelque chose d'absurde. C'est une possibilité. Juste une possibilité. Mais si on ne fait pas d'hypothèse particulière, en fait, la possibilité la plus générale qui satisfait les principes d'homogénéité, etc., eh bien, c'est la relativité restreinte. Donc, c'est ça que je vais faire dans un premier temps. Après, on verra toutes les conséquences de l'existence de cet espace-temps. Mais ce que je vais faire d'abord, c'est essayer d'analyser un peu en profondeur l'espace, le temps, poser ce qu'on sait, se poser quelques questions que n'importe qui peut se poser, qui ne sont pas liées ni à des expériences particulières, ni à la considération de phénomènes physiques spécifiques. Juste en analysant la situation, on va tomber sur la relativité. Donc je pense que ça vaut le coup. Et vous verrez qu'on le fera sans jamais faire la moindre référence à la lumière. À partir de maintenant, on peut oublier la lumière jusqu'à la retrouver plus tard. Mais la théorie de la relativité, même si ça fait intervenir ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, n'a rien à voir avec l'électromagnétisme. C'est-à-dire, et en fait, n'a rien à voir avec quelque théorie physique que ce soit. À moins qu'on considère... Enfin, ça, c'est une théorie physique. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une théorie d'un phénomène particulier. L'électromagnétisme, c'est la théorie des phénomènes électromagnétisme. La physique des fluides, c'est la théorie des mouvements des fluides, de comment ils se comportent, la pression, la température, les écoulements, etc. La mécanique, c'est la théorie des mouvements, de comment, enfin, avec la dynamique, comment les mouvements répondent à différentes forces, etc. C'est une théorie de certains phénomènes physiques. Là, la théorie de la relativité, ce qui en fait sa généralité, sa grande généralité, ce n'est pas une théorie d'un phénomène particulier, ni de 2 ou 3 ou 12 phénomènes particuliers. C'est une théorie du cadre de la physique. C'est une théorie de l'espace-temps, enfin, de la structure de l'espace-temps. Et du coup, c'est beaucoup plus général parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui s'inscrit dans l'espace-temps est soumis à la théorie de la relativité. C'est pour ça qu'on parle de théorie cadre. Encore une fois, ce n'est pas une théorie d'un phénomène ou de plusieurs phénomènes. C'est une théorie du cadre général de description des phénomènes physiques. Tous les phénomènes physiques sont soumis, qui s'inscrivent dans l'espace-temps, c'est-à-dire tous les phénomènes physiques qu'on connaît, qu'on est capable en tout cas de décrire aujourd'hui via la physique, s'inscrivent dans l'espace-temps et donc ils sont tous soumis à ça. Donc, on va y aller. Est-ce que vous avez des questions ? D'ores et déjà. Non. Je crois que vous avez tous déjà fait un peu de, mais peut-être pas tous, un peu de relativité malgré tout. Non, plus ou moins, pas vraiment, un peu. Non, d'accord, je vois des non, je vois des oui, donc je vais vraiment supposer que non. De toute façon, je suppose que ceux qui en ont fait n'ont probablement pas vu les choses de cette façon. Soit vous êtes parti de l'électromagnétisme, soit on vous a postulé la transformation de Lorentz en disant c'est comme ça. Mais nous, on ne va pas du tout faire ça. On va démontrer la transformation de Lorentz, qui donc décrit le passage d'un référentiel, enfin comment les coordonnées d'un événement particulier se modifient quand on passe d'un référentiel à un autre. Ok. Alors, allons-y. Alors, est-ce que ça va marcher, ça ? À peu près. Alors, je vais faire un premier chapitre qui va s'appeler « Espace, mouvement et relativité ».
Donc là, dans ce premier chapitre, je ne vais dire que des choses que vous savez déjà. Donc peut-être vous allez vous ennuyer un peu, mais on en a besoin pour justement bien poser les choses et pour partir de bases solides, justement pour démontrer la relativité. C'est, à mon avis, la meilleure façon de voir sa généralité et de voir surtout son inévitabilité. On ne peut pas échapper à la relativité dès lors qu'on considère l'espace et le temps, en tout cas conformes à notre intuition. Alors, grand 1, cadre général de la réalité physique. Et je vais dire la réalité physique intuitive, c'est-à-dire telle qu'elle se présente à notre intuition. Évidemment, notre intuition peut se tromper, mais la manière dont on se représente l'espace et le temps est évidemment issue de la manière dont on en fait l'expérience. Et ce qu'on croit être vrai au sujet de l'espace et du temps pourrait très bien être faux. Ce ne sera pas la première fois qu'on se trompe, et on sait qu'on se trompe surtout. Même nos sens nous trompent, évidemment. Les illusions d'optique, enfin, tout ça est connu. C'est pas parce qu'on voit ou qu'on croit quelque chose que c'est vrai, mais c'est quand même issu de quelque chose. C'est-à-dire, si j'ai une intuition spatiale, pour moi, ça veut dire quelque chose de dire que vous êtes là, que chacun vous êtes à une position différente, qu'il y a certaines distances entre nous tous. Cette intuition, peut-être que c'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait décrire profondément les choses. Peut-être qu'un jour on va découvrir la vraie nature de l'espace et qu'on comprendra comment émerge cette idée ou cette illusion d'espace. Mais néanmoins, cette illusion d'espace, elle est ce qu'elle est. Et donc, encore une fois, peut-être on peut l'ancrer dans quelque chose de plus profond et comprendre comment ça émerge. Mais même si on comprend comment ça émerge, c'est quand même là. Donc, je ne vais pas parler, encore une fois, ce n'est pas une théorie de l'espace et du temps, je ne vais pas parler de comment ça émerge, de qu'est-ce que c'est vraiment. Je vais juste dire, voilà ce qu'il y a, ce que je constate. C'est peut-être faux, c'est peut-être juste une illusion, une apparence, mais mon ambition, enfin l'ambition de la physique pour l'instant, c'est d'essayer de décrire cette illusion-là. Appelons-la illusion, ça ne me pose aucun problème. Mais cette manifestation-là, la façon dont les choses se manifestent, c'est comment ? Et il y a quelle régularité dans ces manifestations? Donc, quelles sont les lois sous-jacentes? Donc, alors, le cadre général de la physique, je vais faire très rapide. Je vais essayer de faire une introduction beaucoup plus courte, en fait, que l'an dernier, pour aller plus rapidement sur la transformation de Lorentz, et puis, du coup, voir un petit peu plus de conséquences que je l'avais fait l'an dernier. Mais je veux quand même juste bien poser ce cadre. Essentiellement, notre intuition de la réalité physique, c'est qu'il y a des choses, c'est-à-dire, alors des choses qui sont objectives, des objets, c'est-à-dire ça, 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 je ne sais pas comment les nommer, enfin, si je dis chose, c'est un mot qui ne dit rien, mais en même temps, on comprend tous ce mot, enfin, on ne peut pas échapper à notre langage, donc j'emploie des mots que je ne peux pas définir autrement que par le langage lui-même. Donc on est d'accord qu'à un moment, on va tourner en rond, mais en tout cas, si je dis chose, là, il y a un truc, là, il y a un autre truc. On sait de quoi on parle. Même si on ne sait pas ce que c'est, il commence à émerger, mais voilà. Ça fait partie de notre intuition du monde. Il y a des choses. Elles sont dans l'espace. Plus exactement, elles sont distribuées dans l'espace. C'est-à-dire que ces choses peuvent se trouver ici ou là. Et ce n'est pas pareil d'être ici ou là. J'ai un lieu ici, un lieu là. Et c'est distinct, c'est pas le même endroit. Je ne sais pas ce que c'est que l'espace, mais je peux constater que j'arrive à considérer ces deux choses-là ensemble. Je peux considérer qu'elles existent toutes les deux, là, devant moi, et elles ne sont pas au même point. Et si elles étaient au même point, d'ailleurs, je ne pourrais pas les distinguer. Ça fait partie de la capacité à distinguer des choses, c'est qu'elles ne soient pas au même endroit, déjà. Donc tout ça est lié, mais en tout cas, voilà notre intuition. Il y a des choses qui sont distribuées dans l'espace qui les tient à l'écart l'une de l'autre, enfin, les unes des autres.
qui évolue dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a différents états. Il y a un certain état du monde qui c'est la réalité là maintenant, et puis là maintenant c'est éventuellement différent, puis encore différent. Les objets peuvent se déplacer, ils peuvent changer de forme, de couleur, de nature, je ne sais pas, il peut y avoir des réactions bizarres. Enfin, en tout cas, l'état du monde peut changer. Et le temps, c'est juste effectivement ce qui justement permet de distinguer deux états qui ne coexistent pas. Ça, c'est une chose que je voudrais formuler vraiment de cette façon-là. L'espace permet de distinguer deux choses qui coexistent. Ces deux choses-là, elles ne sont pas au même lieu, donc c'est très distinct pour moi, enfin, c'est très distinct dans la réalité physique, c'est pas juste moi qui distinguerait des choses qui ne seraient pas distinctes. Non, il y a enfin, en tout cas c'est l'intuition physique, ces deux choses sont distinctes, mais elles existent en même temps, elles coexistent. Il les tient à l'écart les unes des autres, donc l'espace distingue des choses, peu importe, des systèmes, des corps, des particules, les choses que vous pouvez considérer justement spatialement, distinguent des choses qui coexistent. Et le temps, lui, il distingue des choses qui ne coexistent pas. Je remets des guillemets à choses qui ne coexistent pas. Coexistent pas, ça veut dire qu'ils n'existent pas ensemble. Si ce n'est pas le même instant, justement, là il y a maintenant, et puis maintenant, et du coup le maintenant d'avant, ça n'existe plus. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Ce qui existe, c'est maintenant. Donc ça, c'est très important, il y a l'idée que la réalité est instantanée. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, c'est la notion d'état du monde. Et état du verbe être, c'est ce qui est. C'est par soi-même. Donc c'est le caractère objectif de la réalité physique, en tout cas qu'on attribue à la réalité physique. Encore une fois, je ne fais qu'explorer notre intuition et d'essayer d'en trouver la structure, la forme et la structure. Donc il y a des états et le phénomène qu'on appelle temps, enfin qu'on associe, enfin ce à quoi on se réfère quand on parle du temps, c'est que la réalité physique n'est pas figée. Il y a différents états, et ces états sont dans un ordre de succession. Il y a un avant, il y a un après, et il y a un maintenant. Et ce qui est vraiment réel, vraiment vrai là, existant maintenant, là, c'est maintenant, justement. Encore une fois, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. La vraie réalité pleinement réelle ce qui est, c'est donné dans un instant. Et donc le temps distingue des choses qui ne coexistent pas. Le temps sépare, donc il y a, de même que l'espace sépare les choses dans l'espace, en fait, donc l'espace sépare des choses qui existent pleinement, conjointement, qui coexistent. Le temps, lui, est justement ce qui sépare ce qui existait de ce qui existe et puis de ce qui existera. Bref, il y a cet ordre temporel, j'en dis pas plus, enfin, vous savez tout ça, mais voilà, c'est bien de le voir, enfin, je pense que c'est utile de comprendre ça. C'est d'autant plus utile que précisément le fait que la réalité soit instantanée, c'est ça va être le cœur de la remise en question de la relativité. Et c'est pour ça que la théorie de la relativité est parfois troublante, parce que c'est tellement ancré en nous que la réalité est instantanée, enfin, ce qui est vraiment, ce n'est pas le même statut d'avoir été et d'être, ou que ce sera. On a l'impression que ce n'est pas le même statut du tout. Or, ce qu'on découvre avec la relativité, c'est que la notion d'instant, dire maintenant, c'est une notion qui n'a rien d'objectif, d'absolu,
je peux donner un sens au mot maintenant, à condition que je me place au sein d'un référentiel particulier, mais si je change de référentiel, je peux à nouveau donner un sens au mot maintenant, mais ce ne sera pas du tout le même sens. Ça, c'est extrêmement troublant. Ça va nous prendre un petit peu de temps de comprendre les implications et aussi de l'accepter. Peut-être enfin, certains ne l'acceptent pas, mais c'est ce que dit la théorie. Et toutes ces conséquences, aussi extravagantes et étonnantes qu'elles puissent être, viennent confirmer ça. Toutes les conséquences, enfin viennent, je sais plus toutes les conséquences sont en parfait accord avec la théorie de la relativité. Et donc, si c'est pas vrai que la notion d'instant en fait disparaît, que la notion d'instantanéité est vide, en tout cas est vide d'une manière absolue, si c'est pas vrai, c'est sacrément bien imité. Et en tout cas, toutes les conséquences, enfin, des conséquences directes de l'hypothèse d'un temps absolu sont prises en défaut à chaque seconde partout dans l'univers. Donc, je crois qu'on peut aller vraiment jusqu'à affirmer que c'est sûr et certain, la notion d'instant n'a pas le moindre sens absolu. Et c'est très, très... Enfin, il y a des implications évidemment lourdes, parce que ça paraît assez évident pour nous tous que, oui, ça a un sens de dire j'existe là et j'existais tout à l'heure, mais ce tout à l'heure a disparu. Enfin, c'est plus présent dans la réalité, quoi. Dans ma mémoire, ok, mais voilà, ça n'a pas le même statut ontologique. Donc, des choses distribuées dans l'espace, qui évoluent dans le temps, et là, ça c'est intéressant évidemment, c'est pour ça qu'on peut faire de la physique, selon des lois, et je vais ajouter selon des lois quantitatives. Donc qu'est-ce qu'on appelle loi? Enfin, c'est juste des régularités, hein. On constate que quand on fait 2 fois la même chose, il se passe 2 fois la même chose, quoi. Et s'il ne se passe pas la même chose, c'est qu'il y a un truc qui a changé en fait. On n'a peut-être pas vu, on n'a peut-être pas bien fait les choses, mais si on fait 2 fois la même chose, il se passe 2 fois la même chose. Et voilà. Et ces lois sont quantitatives parce qu'on peut quantifier, enfin c'est-à-dire on constate des régularités, c'est-à-dire telle chose est suivie de telle autre et de telle autre, et tout le temps. Hein, je prends toujours le même exemple, si je lâche ce corps, il tombe, et si je lâche encore, il tombe encore. Oh merde. Là, il ne tombe pas de la même façon. Je n'ai pas dû le lâcher pareil. Voilà. Donc, ça, c'est des régularités. Donc, c'est une propriété du monde que quand on lâche un corps, il tombe. Bon. En tout cas, du monde là, dans cet environnement. Donc, il y a des régularités. Et dans ces régularités, il y a une notion de quantité. Si je lâche le corps d'une certaine hauteur et que je regarde le temps que ça met à tomber, ce sera toujours le même temps si je lâche de la même hauteur. Je suis capable de mesurer des quantités en rapport avec l'espace, en rapport avec le temps, en rapport aussi avec la quantité de matière via ce qu'on appelle la masse, qui est une notion un peu plus complexe, parce qu'on arrive en fait à mesurer une même grandeur physique, la masse, pour des objets qui sont très différents. Je peux parler de la masse de ça et de ça alors qu'ils n'ont rien à voir. Mais ils ont cette propriété commune qui est un peu mystérieuse. Mais en tout cas, ça fait partie de notre intuition du monde aussi. Il y a une notion de matière qui est liée aux choses, hein, c'est l'espèce de support des choses, la substance, ce qui se tient sous les choses. Et associé à ça, il y a aussi une notion de quantité. Il y a un sens à dire, il y a plus de choses, il y en a plus ou il y en a moins. Enfin, il y a une notion de quantité, c'est là, qu'on le veuille ou non. Alors, il y a une notion de quantité qui est, je dirais, purement numérique, ou plus exactement même arithmétique. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vient d'on ne sait pas où, cette notion de nombre. Et les fameux entiers naturels, on les appelle naturels parce qu'ils sont naturels, ils nous sont naturels, ils nous sont intuitifs. Qu'est-ce que c'est vraiment un nombre? Mais effectivement, je peux dire que là, j'ai 4 stylos. J'ai 4 stylos, je dis j'ai 4 stylos, c'est évidemment pas 4 fois les mêmes corps. Mais j'arrive à abstraire le fait qu'ils sont différents, qu'il y en a 2 rouges, un vert et un bleu,
Et je dis, ok, donc j'ai un stylo vert, mais j'ai 4 stylos. Donc si je fais abstraction de la couleur, ben en fait c'est les stylos. Alors il faut que je fasse abstraction de beaucoup de choses, hein, pas juste de la couleur, de la vraie longueur, de la constitution, de la matière qui les constitue, de leur orientation dans l'espace. Je fais abstraction de plein de trucs, jusqu'à identifier une entité, un truc que j'arrive à distinguer, un truc, une chose, encore une fois, une chose que je ne sais pas définir, mais qui nous parle, qui fait partie de notre intuition. Et donc je peux abstraire tout ça et compter. Et j'ai cette notion intuitive de quantité qui dit que 4 c'est plus que 3 et c'est plus que 2. Et donc donc je peux faire des comparaisons, dire qu'il y en a plus là que là, mais je peux même mettre des nombres dessus. Qu'est-ce que c'est que ces nombres encore? Je ne sais pas. Les entiers naturels. Je ne sais plus quel mathématicien, si c'est... Je ne sais jamais si c'est Dedekind ou qui disait Dieu nous a donné les nombres entiers, tout le reste c'est l'œuvre de l'homme. Enfin, les mathématiques, mais il faut bien partir de quelque chose. Et en fait, c'est une façon de dire, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà, c'est là, donc on l'accepte. Alors, donc, il y a une notion de quantité qui est du comptage. Une entité, deux entités, 2 fois 5 égale 10, et ça, bon, ok, c'est les nombres, l'arithmétique, très bien. Et puis il y a une notion de quantité qui est beaucoup plus délicate, et là on se rapproche du cœur de notre problème, c'est qu'on est capable de quantifier des quantités d'espace, des quantités de temps. Les quantités d'espace, ça va être une longueur. Des quantités de temps, ça va être une durée. Des quantités de matière, ça va être une masse. Et ça, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas compter l'espace. Si je dis quelle est la quantité d'espace entre ces deux points, bah, ce n'est pas le nombre de points qu'il y a entre les deux. Il y a une infinité de points. Néanmoins, ça choque personne si je dis entre C et D, il y a plus d'espace qu'entre A et B. Donc on a une notion quantitative. Ça a un sens de dire plus ou moins. Alors ça, c'est une quantité qui n'est pas encore numérique, si je dis ça. Il y en a plus ou moins. Donc c'est une relation d'ordre, si vous voulez. Plus et moins, c'est ce que c'est. Maintenant, je peux aussi attribuer des nombres à cette quantité d'espace. Et c'est quelque chose de très spécial. Parce que c'est un nombre que je n'obtiens pas par comptage. Encore une fois, si je voulais compter les points, j'en aurais une infinité. J'ai le milieu, puis le milieu du milieu, puis le milieu... Enfin, ne serait-ce que ceux-là, déjà, ils sont déjà en infinité. Et encore, quand je prends que le milieu, j'ai laissé tous les autres. Donc, il y a une infinité de points. Et il y a la même infinité de points entre là et là, et entre là et là. Donc, ce n'est pas du comptage. Néanmoins, il y a une notion de quantité, la longueur, qui a quand même une réalité physique. Il y a quand même un sens à dire qu'une certaine longueur est 2 fois plus grande qu'une autre. Quand je dis 2 fois plus grande, ça veut dire, là c'est numérique, c'est pas juste c'est plus grand ou plus petit. C'est 2 fois plus grand, ou 3 fois, ou 3,5 fois plus grand. Alors, à la fois ça pose un problème de définition et un problème conceptuel, c'est-à-dire que comment on peut attribuer un nombre alors qu'on ne sait pas compter. Donc ça veut dire qu'il y a de la notion de quantité qui n'est pas, qui est numérique, mais qui n'est pas arithmétique. Je sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors pour ça, d'abord il faut des procédures. Par exemple, ça a un sens de dire qu'un certain objet est 2 fois plus grand qu'un autre. Si je prends l'objet et que je le reporte au bout de lui-même, là, bien aligné, et qu'effectivement, du coup, je couvre le premier objet, ah oui, c'est ça que ça veut dire, en fait. Dire que ça, c'est 3 fois plus grand que ça, c'est vrai si, effectivement, si je prends lui, je le translate, je le mets là, je le translate, je le mets là, donc oui, ça ne fait pas 3 fois. Celui-là, il est 4 fois plus grand, voilà. Ou 3,8, voilà. Donc j'ai une procédure. Et cette procédure, du coup, elle est physique. Et puis elle suppose plein de trucs sous-jacents. Elle suppose que quand je prends... comment je fais pour compter? Du coup, comme je ne peux pas compter un par un, je prends une certaine longueur,
et je dis ça fait 1. Je postule, je dis ça c'est 1. Et je vais compter avec cette unité. C'est ça l'origine des unités. C'est justement, comme on ne peut pas compter, mais que quand même il y a la notion quantitative qui est là, ben on postule un 1. Donc on dit ça c'est 1, et après il y a une procédure qui... Mais il faut que j'accepte, mais je l'accepte spontanément, parce que c'est mon intuition de la réalité géométrique, que si je prends ce corps-là, et que je le déplace, je le mets là, et que je le déplace, je le mets là, pendant que je le déplace, il n'est pas en train de se rétrécir, etc. Enfin, que ça a un sens, quoi. Et aussi, si je veux mesurer avec mon 1, ça c'est 1, je peux mesurer cette table. Je la reporte comme ça, bout à bout. Mais je peux aussi mesurer ce truc-là. Je reporte bout à bout. Encore une fois, il y a l'idée, enfin, il faut que j'accepte, enfin, disons, je me sers du fait que spontanément, je suis absolument certain que si je prends cet objet que j'ai défini comme valeur 1 et que je le mets ailleurs, si c'est un corps solide, mais par définition, il garde la même longueur et je peux mesurer avec. Alors après, on peut dire, oui, mais en fait, aucun corps n'est vraiment solide absolument. Oui, c'est vrai, mais n'empêche, conceptuellement, j'attribue un sens à la notion de distance entre deux points. Et j'attribue un sens quantitatif au sens de la possibilité de mesure, c'est-à-dire d'attribuer un nombre à la grandeur sous-jacente. Et c'est vraiment le cœur de la notion absolument capitale en physique, la notion de grandeur physique, justement. Ce qu'on appelle une grandeur physique. Alors, vous avez rencontré des tas de grandeurs physiques dans votre vie de physicien et physicienne. La température, la longueur, justement, la durée, la masse, la viscosité, la quantité de mouvement, l'énergie, enfin, voilà. Une grandeur physique, donc, c'est une propriété d'un corps ou d'un ensemble de corps ou d'un système physique qui a donc une composante numérique, enfin quantitative, que l'on peut mesurer, au moins en principe, en pratique peut-être pas, mais peu importe. Enfin, là, on parle de la structure du monde, pas de ma capacité à faire des choses ou à découvrir. On parle de la structure du monde. Donc, je peux attribuer une valeur numérique qui caractérise la dite grandeur physique, enfin en tout cas qui caractérise le système dont je parle du point de vue de cette grandeur physique. Et pour qu'une grandeur physique soit réellement, soit une bonne grandeur physique, enfin soit réellement une grandeur physique, il faut justement qu'il y ait un sens qui ait un sens quantitatif précis à la valeur numérique que je vais lui attribuer. Et ça veut dire essentiellement que je peux faire des rapports entre deux valeurs. Enfin, je ne sais pas comment le dire. La valeur, voilà, la valeur attribuée à cette grandeur physique a un sens quantitatif objectif, réel, quoi, ou intrinsèque. Enfin, c'est pas juste un label, si vous voulez. Si vous allez dans une bibliothèque, vous allez à la BU, là, tous les livres, ils ont un numéro dessus. Alors, il y a des lettres aussi, je crois, mais admettons qu'il n'y ait que des chiffres dans les codes pour repérer les livres. Chaque livre, on peut dire, ah ben, le code, là, c'est une grandeur physique. À chaque livre correspond un numéro. Et je peux dire, il y a un numéro qui est plus grand qu'un autre. Mais enfin, si le numéro d'un livre est plus grand que le numéro de l'autre livre, ça ne veut absolument rien dire, et ça ne veut pas dire qu'il y a un livre qui est plus gros que l'autre, qui est plus massif, qui a une température plus grande. Enfin, il n'y a pas de réalité physique sous-jacente. Ce nombre, il ne veut rien dire, c'est juste un repérage. Pour que ce soit une grandeur physique, il faudrait que ça ait un sens de dire, enfin, il faudrait qu'il y ait une réalité physique sous-jacente au fait que tel livre a un nombre 2 fois plus grand.
Là, ça veut dire quelque chose. Donc il faut pouvoir faire des rapports entre les nombres. Et ça, il y a un exemple que vous connaissez tous et qui est très important en physique, c'est la notion de température. Au début, on ne savait pas ce que c'était la température. On a juste vu, enfin, on a une sensation il fait chaud, il fait froid, etc. Je peux mettre ma main dans de l'eau et je peux voir si elle est plutôt plus chaude ou plutôt plus froide. Puis on s'est aperçu qu'en fait, on était capable d'objectiver cette différence apparente, enfin sensiblement apparente, entre de l'eau chaude et de l'eau froide, par exemple, en mettant un thermomètre avec du mercure, plus c'est chaud, plus le mercure se dilate, et donc on accède à la mesure de cette température. Mais c'est pas parce qu'on la mesure, je dis il fait 20 degrés, ou 32 degrés, ou 5 degrés, c'est pas parce que je la mesure que ce nombre-là a un sens physique. Ça fait pas de la température une grandeur physique. C'est pas parce que j'attribue un nombre, comme j'attribue un nombre au livre de la bibliothèque, que d'un seul coup j'ai fait une grandeur physique. Est-ce que la température que je mesure avec mon thermomètre est une grandeur physique? La réponse est non. Jusqu'à la découverte, vraiment, de l'échelle absolue des températures, parce qu'en fait, on avait la température mesurée par un thermomètre à mercure, là, en degrés Celsius, que vous plongez dans votre tasse ou je sais pas quoi, c'est juste un nombre, c'est un label. C'est pour ça qu'on appelle des degrés d'ailleurs. Vous mettez un 0 quelque part, quand la glace fond, enfin, ou l'eau se solidifie, vous dites que c'est 0. Quand l'eau bout, la pression atmosphérique, etc., vous dites que c'est 100. Et puis, du coup, vous faites un truc un peu régulier là-dedans. Donc, la moitié, c'est 50, etc. Mais est-ce que quand vous avez de l'eau, est-ce que quand vous avez de l'eau à 80 degrés, elle est 2 fois plus quelque chose que quand elle est à 40 degrés? Non. Des fois, on entend des horreurs comme ça à la radio. Ah, il fait 2 fois plus chaud qu'hier. C'est parce qu'il faisait 6 et hier, il fait 6 et hier, il faisait 3. Ah, il fait 2 fois plus chaud. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si je vous disais, le livre de l'ABU qui porte le numéro 412, il est 2 fois plus je sais pas quoi que celui qui porte le numéro 206. C'est complètement stupide, c'est idiot. Ce label ne veut rien dire. C'est pas une grandeur physique, mais pas du tout, du tout. C'est juste un label. On a pris 100, puis on a mis des traits, puis voilà, pouf. C'est rien, c'est rien. C'est pas une grandeur physique. Par contre, quand on a découvert, quand on a commencé à faire de la thermodynamique, il faut plus exactement d'abord à travailler sur les gaz, la dilatation, la pression, etc., et qu'on a découvert les lois de Mariotte, etc., là, on a créé une grandeur physique température. Ça change tout. Et celle-là, elle est mesurée en Kelvin, enfin peu importe, on peut changer l'unité, c'est pas l'unité qui compte. C'est que c'est vraiment la grandeur physique avec un zéro, qu'on appelle zéro absolu. Il est absolu parce que, il a un sens physique. Alors comme vous savez, c'est lié à l'agitation, par exemple, pour un gaz de façon simple, c'est lié à l'agitation des molécules, par exemple. Si ça ne bouge pas, voilà, on ne peut pas être moins bougé que être de repos. Et donc ça, c'est zéro. OK. Mais ça a un sens physique maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un sens à dire qu'une température est 2 fois plus grande qu'une autre, en Kelvin, ou en une autre unité, mais basée avec le zéro absolu. S'il fait 3 degrés, et si je vous dis demain il va faire 2 fois plus chaud, 3 degrés Celsius, demain il va faire 2 fois plus chaud, il ne va pas faire 6. Si demain il fait 2 fois plus chaud, ça à 3 degrés en fait c'est 273 plus 3, virgule 15, c'est 276. Fois 2, ça a un sens. Ça, c'est une grandeur physique. Fois 2, 552, c'est ça? Non. Si? Si? Moins 273, ça fait chaud. 2 fois plus chaud qu'aujourd'hui, c'est pas bon. Et ça a un sens. Là, il y a une grandeur physique. Mais oui, c'est important. Oui? Vous avez dit on peut changer d'unité, mais au final, là, c'est juste un changement d'unité. Et non, non, c'est pas juste un changement. D'ailleurs, c'est la même unité. L'intervalle, 1 degré Kelvin, c'est 1 degré Celsius. C'est-à-dire l'intervalle est le même. Mais sauf que ça part pas du même endroit. Et là, en l'occurrence, ça fait la différence. Alors, pourquoi je dis que c'est une bonne grandeur physique là? Parce que justement, c'est relié. Enfin, il y a un sens physique à dire 2 fois plus. Par exemple, prenez PV égale NRT, vous connaissez tous la loi des gaz parfaits. Si vous multipliez la température par 2,
sans changer le volume et sans changer la quantité de matière dans le truc, ça va multiplier par 2 la pression. La force va être 2 fois plus grande. 2 fois plus grande. Là, ce n'est pas le numéro du livre à la VU. Tandis que si vous passez de 40 degrés à 80 degrés, ça ne va pas du tout multiplier la pression par 2. Oui ? Oui, mais c'est juste que en fait, c'est calibré comme ça aussi au niveau de la pression. Ah non, parce que la pression... Oui, pardon, je vous laisse finir. Non, mais je veux dire que si on met tout, si on considérait que Celsius c'était une unité du système international et qu'on recalibrait tout par rapport au Celsius, ça fonctionnerait aussi. Eh non, sauf que justement, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que la pression, c'est pas tiens, je choisis mon unité. Ça, la pression, c'est une force par unité de surface. D'accord ? Le par unité de surface, après on peut regarder la force, regardons le côté par unité de surface. Par unité de surface, c'est pas je choisis l'unité que je veux. C'est que dans cette surface-là, qui a pour côté 2, enfin voilà, dans cette surface-là, donc si je dis que ça c'est l'unité, je suis obligé de prendre je prends un 1. Si je dis ça c'est 1, eh bien la surface ici, c'est 6. Je l'ai mis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Si j'ai un truc 3 fois plus grand par là et 2 fois plus grand par là, ça fait 6. Le rapport numérique veut dire quelque chose. Il y a une réalité sous-jacente à la notion de surface. C'est pas juste j'attribue un nombre. Bien sûr, je pourrais attribuer ce que je veux, et puis comme vous disiez, reporter, etc., et faire un truc qui correspond, enfin qui tient numériquement, sauf que ça ne correspondra pas du tout à la réalité. Donc c'est vraiment très très important de comprendre que, effectivement, quand on dit telle longueur, c'est pas juste on donne un nombre. Il y a une réalité physique sous-jacente, et il y a un sens à dire qu'une longueur, une certaine longueur, est 2 fois plus grande qu'une autre. C'est important de réaliser ça, parce que ce n'est pas forcément immédiat. Ouais. On a bien doublé le Kelvin en l'occurrence, parce qu'on est sûr qu'il y a une réalité qui a vraiment doublé quelque part. Ben oui, par exemple, ça. Ou, je vais vous le dire autrement, si vous préférez, enfin, disons, ça vous pouvez constater qu'effectivement, et ça c'est objectivement, vous pouvez voir que la force est 2 fois plus grande sur une même surface. Comment vous voyez que la force est 2 fois plus grande ? Ben, ça provoque une accélération 2 fois plus grande. Et vous pouvez mesurer un changement de vitesse. Donc tout ça ramène en fait à la mesure de l'espace du temps, où justement c'est là que s'ancrent toutes les grandeurs physiques s'ancrent là. Vous avez sans doute remarqué que toutes les grandeurs physiques auxquelles vous avez eu affaire, en tout cas en physique classique, s'expriment uniquement avec des mètres, des kilogrammes et des secondes. Tout se ramène à ça. Alors vous me direz, il y a les ampères aussi, mais les ampères, c'est des coulomb par seconde, et les coulomb, en fait, comme vous savez, la charge électrique en réalité est quantifiée. Donc en fait, vous pourriez faire du comptage de charges, et pas de la mesure, en comptant le nombre de charges élémentaires. Enfin ça, on a découvert beaucoup plus tard, avec la physique quantique, que la charge est quantifiée, effectivement. Donc, c'est pour ça que quand on fait de l'électromagnétisme, etc., il y a cette unité supplémentaire Coulomb, mais on pourrait juste compter toutes les charges en multiples, donc en nombre entier, là pour le coup, en revenant au nombre entier, en multiples de la charge élémentaire. Donc, mais sinon, toutes les grandeurs, viscosité, énergie, force, pression, tout se ramène à des kilogrammes, mètres, secondes, avec des puissances différentes. Et donc, ces choses-là, tout a un sens quantitatif, au sens de grandeur physique tel que je le décris, a un sens réel quantitatif physique, parce que ces 3 unités de base en ont un. Oui, un sens. Et ça fait partie de notre intuition qu'il y a réellement un sens à dire qu'une certaine longueur, une certaine distance est 2 fois plus grande qu'une autre. Mais vous voyez, c'est pas anodin de dire c'est 2 fois plus grand. L'exemple de la température me paraît bon pour réaliser que ça a des implications fortes. Il faut qu'il y ait une réalité. C'est pas juste je donne un nombre, j'attribue un nombre, et puis voilà. Sinon, ça ne voudrait rien dire, on ferait des calculs. Si on choisit les nombres qu'on met, on ne peut pas parler du monde. Non, là, on met le doigt sur une réalité de la physique. Je ne sais pas ce que c'est l'espace. Je ne sais pas du coup ce que c'est que la longueur, mais je sais que c'est un truc pertinent. En tout cas, pour autant qu'on sache aujourd'hui. Et ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de notre intuition physique. Donc, il y a une vraie chose qui s'appelle longueur et qui mesure, au sens des mesures physiques, au sens de la détermination de la valeur des grandeurs physiques,
qui s'appelle longueur, et qui mesure en ce sens-là, qui mesure une quantité d'espace. Une quantité, encore une fois, qui n'est pas arithmétique, qui n'est pas un comptage de points, ça ne veut rien dire, mais qui n'empêche qu'il y a une réalité physique sous-jacente. De même, j'ai une notion de durée qui est associée à une grandeur physique liée à une distance temporelle entre deux états du monde. Et j'ai des procédures pour estimer ça, une pendule, un chronomètre, enfin voilà, basé sur d'autres phénomènes physiques justement. Mais de toute façon, c'est physique, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une réalité physique sous-jacente derrière la notion de longueur et derrière la notion de durée. C'est pas j'attribue un nombre. Mais puisque justement c'est pas du comptage d'entités, je suis obligé de définir une unité. Mais puisque justement ce qui compte, c'est juste les rapports, ce qui est vrai, c'est qu'un truc est 2 fois plus grand qu'un autre, ou 3 fois, ou 2,7, ou pi fois plus grand qu'un autre, du coup, peu importe quelle est l'unité, peu importe la valeur numérique, mais les rapports de valeur numérique, eux, ils sont cruciaux. C'est pour ça que depuis que vous êtes en maternelle, on vous dit, quand vous écrivez les lois de Newton, faites attention à mettre, enfin, quand vous résolvez un problème de physique, quand on vous dit faites attention aux unités, c'est pas faites attention aux unités, enfin, faites attention aux unités, oui, mais pour la valeur numérique, mais c'est avant de faire attention aux unités, faites attention à la dimensionnalité. Vous ne pouvez pas écrire une pression égale une force. Non, non. Si quelque part il y a ça qui est écrit, c'est forcément faux. C'est forcément faux parce que c'est pas la même, ou P plus F ou n'importe quoi. Enfin, c'est forcément faux parce que c'est pas la même dimension, c'est pas les mêmes unités. Enfin, c'est pas l'unité, c'est la dimensionnalité. Et par conséquent, si vous changez maintenant le 1, si au lieu de dire c'est ça 1, maintenant vous dites c'est ça 1, ça doit rien changer. C'est parfaitement arbitraire ce que vous avez choisi d'appeler 1. Et ça n'a strictement aucune importance si vous appelez ça 1 ou ça 1, parce que de toute façon, la seule chose qui est pertinente, qui a une réalité physique, c'est de dire qu'il y a un truc qui est 2 fois plus grand que l'autre. Si vous appelez ça 1 ou ça 1, ça a exactement le même sens de dire que ça, c'est 2 fois plus grand que ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, on s'en fout, mais c'est 2 fois plus grand, c'est sûr, indépendamment de l'unité. Donc, le truc, c'est que là, si vous changez les unités, ça ne doit rien changer à rien, sauf que si vous changez les unités et que là, vous avez une grandeur qui n'a pas la même dimensionnalité que là, bah, si vous faites 2 fois ça, plus 2 fois ça, ça fera plus 2 fois le truc que vous aviez, si vous changez les unités. C'est-à-dire, si vous divisez l'unité de ça par 2 et l'unité de ça par 2, ça ne va juste pas le faire. Les nombres vont être multipliés par 2 chacun, mais ça ne fera pas du tout 2 fois ce que vous aviez avant. C'est pour ça. Ça n'a pas de sens. Les seules choses qu'on a sens, c'est des rapports. Et les rapports de 2 choses de même nature. Diviser Enfin, vous ne pouvez pas comparer... Enfin, bon, vous avez compris. Ouais. Ok. J'ai dit que j'essayais de ne pas être trop long. D'accord. Donc, alors ça, c'est très très important. On a une procédure de mesure... Enfin, une procédure. On a une notion de longueur qui n'est pas juste un nombre attribué à un nombre, à une quantité. Ça a un sens en tant que grandeur physique. Ça a une réalité physique sous-jacente. Bien. Ça, c'est très très important. On va en avoir besoin. Alors, what time is it? Ok. Ok, donc bon, oui, il y avait des premièrement, deuxièmement, bon, j'ai parlé un peu comme ça, à bâton rompu, c'est pas grave. J'ai dit à peu près ce que je voulais dire là. Je vais passer, je crois, à un grand 2 directement. Ok. Donc, grand 2, espace et position. Alors, il y a une autre chose absolument
crucial à comprendre, de manière générale, même si on ne fait pas de la relativité, mais en particulier quand on fait de la relativité, c'est que je vais peut-être mettre un premièrement, mais je vais peut-être oublier de mettre un deuxième, mais je vais quand même mettre le premièrement. Ce point-ci. Premièrement, ce point-ci. Ce point-ci, celui-là, celui-là, enfin celui-ci. Celui-ci et ce point-ci, ce point-là. Ce que je veux vous rappeler, parce que je sais que vous le savez, mais c'est que ce point-ci, ça ne veut rien dire. Je ne peux pas désigner un point. Je ne peux pas parler d'un point d'une façon qui ait un sens réel. Je ne peux pas dire ce point-là. J'ai l'air de dire quelque chose quand je désigne ce point, ou celui-ci, voilà, ce point-ci. J'ai l'air de parler de quelque chose. Mais en fait, pas du tout. Si vous avez un ami au téléphone et que vous voulez lui expliquer de quel point vous parlez, ben c'est celui-là. Comment vous allez faire? Là, je vous le montre, j'ai ce point-ci. Je vous le montre là. Mais je vous montre quoi en fait? Ce point-ci, j'ai l'air de dire quelque chose, mais j'ai l'air de dire quelque chose uniquement parce que on a tous des raccourcis mentaux qui nous font considérer que je parle du point qui coïncide avec cet élément de matière du tableau, et je fais comme si c'était un point de l'espace. Mais de quel espace en fait? Ce point-ci dont je parle là depuis maintenant 32 secondes, vous êtes au courant qu'il s'est énormément déplacé depuis que je parle. La Terre tourne sur elle-même, non? D'accord? Mais en même temps, je dis il s'est déplacé. Mais en fait, par rapport à quoi d'ailleurs? En fait, non, il ne s'est pas déplacé. Le point, il est là. Il est toujours là. Mais il est là. Ça veut dire quoi là, en fait? C'est ça ma question. C'est ça la question que je veux poser dans cette... vous savez tout ça, mais c'est vraiment important de se replonger là-dedans. Je ne peux pas désigner un point à moins que je dise là ce point maintenant. Alors maintenant, si je dis ce point là maintenant, évidemment, ok, la Terre se déplace par rapport au système solaire, si vous voulez, mais c'est-à-dire que ce point, c'est plus le même, vu du système solaire, mais le point au moment où je l'ai désigné, il est ce qu'il est, lui. Si je fixe l'instant, si je dis ce point maintenant, là oui, ça c'est ce que c'est. Je peux dire, voilà, j'ai claqué des doigts à cet endroit, à un certain endroit, à un certain instant. L'événement claquage de doigts, il a eu lieu, il est ce qu'il est, quel que soit, je peux le considérer du point de vue de la Terre, du point de vue de Vénus, du point de vue de la galaxie d'Andromède, c'est un événement qui a eu lieu, il est ce qu'il est. Après, comment je vais le repérer, je vais lui donner des coordonnées, ça, évidemment, chacun choisit le système qu'il veut. Mais l'événement, on est tous d'accord sur ce dont on parle. Cet événement précis, à cet endroit, à cet instant. Je peux lui associer une réalité physique. Mais ce point-là, je dis rien si je ne dis pas par rapport à quoi. Ce point-là, dans quel référentiel? Parce que donc, ce point-là dont je parle, c'est en réalité, depuis le temps que j'en parle, c'est une trajectoire. C'est toute une trajectoire. Au sein de cet espace, la trajectoire, elle est triviale, elle est réduite à ce point. Par rapport au mur de la pièce, ce point n'a pas bougé, c'est toujours le même. Je peux toujours le repérer de la même façon. Il est toujours à la même distance du mur là-bas, à la même distance du plafond, etc. Donc, je peux identifier ce point au sein de cet environnement comme le point unique qui se trouve à telle distance du sol, telle distance de tous les endroits. Mais ce point dont je dis qu'il est univoquement identifié par des coordonnées ou des distances, etc., ce point-là décrit une trajectoire par rapport à n'importe quoi d'autre. Donc, il n'y a pas de point, il n'y a pas d'espace.
Enfin, il n'y a pas de point en tant qu'élément d'un espace objectif, quoi. De même, si je pourrais dire cet objet, il est là, et donc là a un sens, puisque là, c'est là où se trouve le corps. Mais si le corps est en train de se déplacer, vous n'allez pas désigner, vous n'allez pas dire « Ah, le corps, il est là. » Mais là où? Attendez, si je vous dis quand, là, oui, d'accord. D'accord? Bon, c'est une évidence, mais c'est important. Il n'y a pas de position. On ne peut pas identifier une position. Je ne sais pas si j'ai envie de l'écrire. On ne peut pas identifier une position de manière univoque, non équivoque, si on ne précise pas en même temps un instant. Donc il n'y a pas d'espace sans temps. Ça, il n'y a pas besoin de relativité pour ça, c'est une évidence. Je n'ai fait que dire l'évidence, c'est connu depuis toujours, ça. D'accord ? Le point clé derrière tout ça, c'est que on ne peut repérer des positions, désigner donc des positions, des lieux, des points, que par rapport à un certain référentiel. Donc, la notion clé, c'est la notion de référentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel? Par définition, c'est un ensemble de points physiques. C'est important que c'est physique, c'est un corps, ou un ensemble de corps. Je peux en prendre un, je peux en prendre deux, n'importe quoi. Le point clé pour faire un référentiel, il faut que, si vous prenez deux points quelconques de cet ensemble de corps physiques, il peut y en avoir qu'un seul, hein, c'est pas le problème. Si vous prenez deux points quelconques, la distance entre eux reste constante. C'est ça un référentiel. C'est un solide en fait, ou un ensemble de solides rigidement liés les uns aux autres. Rigidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de déformation, qu'il n'y a pas de mouvement relatif au sein de ce référentiel. C'est-à-dire que si vous prenez deux points quelconques, la distance ne varie pas au cours du temps. C'est la clé, enfin c'est la définition d'un solide. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais en vrai, aucun corps n'est vraiment solide. Oui, d'accord, peu importe. C'est ça, un référentiel. Si vous dites un corps n'est pas solide, n'est pas vraiment solide, c'est-à-dire qu'en fait, oui, si vous regardez vraiment, vous prenez deux points, ils vont se déplacer un petit peu, très bien, mais ils se déplacent par rapport à quoi? Alors, vous n'avez qu'à considérer, enfin, vous pouvez toujours considérer une situation idéalisée, ça n'a pas besoin que ce soit matérialisé, disons, ça n'empêche pas que la définition d'un référentiel, c'est un ensemble de points, c'est-à-dire d'entités physiques identifiées, dont les distances de l'un à l'autre ne varient pas au cours du temps. Et du coup, un référentiel permet de construire l'espace. Parce que maintenant, puisqu'il y a une réalité à la notion de distance, sinon d'ailleurs je ne pourrais pas dire que deux points restent à une distance fixe, hein. Vous voyez bien que pour parler d'un corps solide ou même approximativement solide, pour dire deux points gardent une distance fixe, il faut que cette distance ait une réalité physique. C'est justement, ce n'est pas un nombre que je balance, parce que sinon je balance un autre nombre et puis c'est plus la même distance. Non, je parle de la réalité physique sous-jacente. Il y a une notion de distance. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y en a une. Et j'essaye d'examiner qu'est-ce qu'elle me dit, ça, et quelle est sa structure. Donc, une fois que j'ai spécifié un référentiel, je peux maintenant construire l'espace. Je fabrique l'espace par rapport à ça. Comment? En disant, maintenant je peux désigner des points. Maintenant je peux dire, ce point-ci, c'est le point qui est à telle distance de celui-là, telle distance de celui-là, telle distance de celui-là, telle distance de celui-là. Chaque point de l'espace construit sur le référentiel est défini de manière univoque par l'ensemble de ces distances à l'ensemble des autres points du référentiel. Donc maintenant, je peux appeler quelqu'un au téléphone et lui dire, je parle de ce point-là, celui qui est à telle distance de tous les autres points du référentiel. Évidemment, il faut qu'il connaisse le référentiel.
mais ça ne fait que dire exactement ce que je dis depuis le début, c'est qu'il n'y a pas de sens à parler d'espace si on ne parle pas de référentiel. Si on a identifié un référentiel, alors là, je peux désigner n'importe quel point de façon parfaitement non ambiguë. Il n'y a pas besoin de le voir, il n'y a pas besoin de le montrer. C'est le point qui se trouve à telle distance de chacun des autres. D'accord ? Et ça le désigne de façon claire parce que précisément les distances ne changent pas. C'est le point qui se trouve à telle distance de chacun des autres. Donc, ça c'est vraiment important, quand on a un référentiel, on peut construire l'espace en s'appuyant sur les distances. Donc, construction, non pas de l'espace, mais d'un espace, à partir des distances. Et encore une fois, vous voyez qu'il y a besoin qu'il y ait une réalité physique sous-jacente à cette notion de distance. Donc l'espace n'existe pas, mais peut être construit relativement à un référentiel. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. Peut-être qu'on peut faire mieux, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de procédure, en tout cas. Peut-être qu'on va en trouver une. Pour l'instant, j'en ai pas. Je ne sais pas construire autre chose qu'un espace par rapport à un référentiel. Et par contre, je sais le faire. Ça aussi, c'est important. Donc voilà, j'ai construit la notion d'espace. Alors, c'est une propriété évidemment que vous connaissez tous, qui est une propriété absolument remarquable de notre espace, et qui est essentielle, y compris pour la relativité qu'on va faire, c'est que ce point est défini, est caractérisé et entièrement défini par ces distances à l'ensemble des points du référentiel dont je parle. Et comme vous le savez, si je veux spécifier un point bien particulier, je n'ai pas besoin de donner l'infinité des distances à tous les autres points. Il suffit que je donne 3 nombres et j'aurai entièrement caractérisé ce point. C'est remarquable. Parce que ce point-là, c'est vrai qu'il est à distance fixe de tous les autres, par définition. C'est un point du référentiel, donc il fait partie du référentiel, donc comme tous les points du référentiel, il est à distance constante de tous les autres points du référentiel. C'est comme ça qu'on donne corps à l'espace. Donc, ce point-là, qui a des distances fixes par rapport à tous les autres points, en réalité, 3 nombres suffisent à le caractériser entièrement. Si je donne la distance à celui-là, la distance à celui-là et la distance à celui-là, vous n'avez juste plus le choix. Alors, en fait, il faudrait un 4e. Il ne faut que 3 nombres, mais... Enfin, vous connaissez tous comment on fait des coordonnées. Vous prenez une origine, vous prenez par exemple 3 axes comme ça, et puis vous donnez x, y, z, ça donne un point, et c'est terminé, c'est caractérisé. Et quand vous avez ce point-là, enfin quand vous avez ces 3 coordonnées, vous savez de quel point vous parlez, et à partir de ce point identifié comme ça, vous pouvez calculer sa distance à tous les autres points, désignés eux aussi par leurs 3 coordonnées. Donc, vous voyez qu'il y a une propriété métrique sous-jacente à cet espace, qui donne sens à la notion de distance. Là, en l'occurrence, pour l'espace physique qu'on connaît, enfin pour ce qu'on appelle l'espace géométrique, ce n'est pas une notion qui vient se surajouter à une notion d'espace préexistant. L'espace est construit à partir de la notion de distance. La réalité physique sous-jacente, c'est la distance. Ce n'est pas comme s'il y a des points, et puis, ah tiens, on va essayer de définir une distance là-dessous. Non. Vous ne pourriez pas parler de points autrement qu'en disant c'est le lieu, l'entité, enfin, l'élément qui est à telle distance des autres. Mais donc il y a une autre propriété en plus, c'est qu'effectivement, 3 nombres suffisent, et c'est pour ça qu'on dit qu'on a un espace à 3 dimensions. C'est ça que ça veut dire. Espace à 3 dimensions, ça veut dire qu'il suffit de 3 coordonnées. Pour avoir toutes les distances à tous les autres, enfin n'importe quel 2 points, 1, 2 à 2, enfin. Dans le plan, il suffit de 2. Sur une ligne, il suffit d'un. C'est une propriété de l'espace. Bon, il fallait qu'on l'identifie, c'est fait. Donc, deux choses à retenir de ça. On construit l'espace relativement à un référentiel. Et 3 coordonnées. C'est un espace à 3 dimensions. Alors, on peut dire un petit peu plus que ça. Ouais. Je vais faire un deuxièmement. Quelle est la structure de l'espace qu'on construit ainsi? Alors, puisqu'on dit que cet espace,
on le construit à partir d'une réalité physique, qui est la notion de distance, qui est un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin c'est là, ça a un sens, enfin voilà. En principe, je pourrais vraiment me poser la question, ok, quelle est la structure de cet espace dans lequel j'ai des distances, enfin, ça construit quel espace? Alors déjà, on vient de voir, on l'a tous accepté parce qu'on est tous d'accord, on vient de voir qu'en fait c'est un espace à 3 dimensions. Si vous me demandez de le justifier, j'en sais rien, pourquoi? Ça aurait pu être 4, ouais, sans doute. Ça aurait pu être 2, bah oui. Ça aurait pu être 18, ouais, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je n'arrive pas, personne pour l'instant, a réussi à identifier une intuition qui soit plus profonde encore que cette intuition de l'espace qu'on a tous, qui permettrait, à partir de cette chose encore plus profonde, de comprendre pourquoi c'est 3. Pourquoi on est de dimension 3. Ce serait extraordinaire. Si on arrivait à trouver un truc qui nous paraît encore plus immédiat, encore plus évident, que ça ne peut pas ne pas être le cas, et que cette chose-là implique, par un raisonnement ou par voie de conséquence, implique que forcément l'espace doit être 3 dimensions, ce serait génial. On cherche ça, à vrai dire. On cherche à comprendre pourquoi c'est 3 dimensions. Alors le truc, c'est qu'il n'y a peut-être pas de réponse, parce que ça se trouve, c'est pas 3 dimensions. Comme vous savez, il y a des théories physiques à 10 dimensions. Ça se trouve, c'est pas 3, auquel cas, ne cherchez pas à démontrer que ça doit être 3, parce que si ce n'est pas le cas, c'est perdu d'avance. Mais, donc, encore une fois, je ne fais pas une théorie de l'espace, de qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, etc. Mais je constate, j'essaye d'examiner comment l'espace se manifeste à mon intuition. Enfin, parce que je veux faire de la physique, je veux décrire le monde, et je pars des choses les plus profondes que j'ai sous la main, et j'ai effectivement cette intuition d'un espace, d'un temps, que je n'arrive pas à relier à quelque chose de plus profond encore. C'est vraiment ces données, quoi. J'arrive pas à m'abstraire de ça. Je ne peux pas imaginer un monde sans temps, par exemple. Pour penser, on a besoin du temps. Pour mettre une pensée derrière une autre, la pensée se déploie. Enfin, donc, concevoir... Enfin, donc, je ne sais pas. Pour l'instant, ni mathématiquement, ni philosophiquement, on ne sait pas réellement justifier le temps, justifier l'espace, et auquel cas peut-être comprendre, enfin, déduire de ces choses qui seraient plus profondes, la structure, la forme, le pourquoi, etc. Je sais pas. Donc on le prend tel qu'il est et on l'examine. Donc l'examen de l'espace qui se présente à notre intuition, c'est que il n'y a de sens à parler d'espace en réalité. On peut pas, enfin, il n'existe pas de point. Il n'y a aucune réalité objective à la notion de point. À la notion de point instant, oui. Un point à un instant donné, ça oui. Il n'y a pas de notion, il n'y a pas de réalité objective au point. En revanche, on peut construire un ensemble de points, un espace, à partir d'un référentiel. Et cet espace-là, qu'on a construit comme ça, il se trouve qu'il a 3 dimensions. Donc je vais mettre ici structure. De l'espace, je vais mettre de l'espace ainsi construit. Vraiment, pas oublier que ça n'existe pas, sauf relativement à un référentiel. Donc ça n'a pas d'existence absolue, c'est une existence relative. Mais ça a une existence dès lors que j'ai la procédure pour le faire, et je le fais. Donc cet espace, ainsi construit, est un espace 3D, est en fait un espace affine, euclidien. Ce me semble. Alors, comme vous savez, en relativité générale, on dépasse cette intuition, encore plus qu'on ne le fait dans la relativité restreinte. Mais on va faire que de la relativité restreinte. Ce qui est certain, c'est que notre intuition de la réalité physique, de l'espace géométrique dans lequel s'inscrivent les phénomènes, notre intuition de cet espace, la structure de cet espace, c'est une structure d'espace affine euclidien, à 3 dimensions. Alors, je ne sais pas si vous savez tous vraiment ce que c'est en pratique un espace affine. Un espace affine, c'est un espace en tant qu'ensemble de points, mais associé à une structure d'espace vectoriel. Et en l'occurrence, l'espace vectoriel
est R3 avec une structure donc une structure euclidienne, c'est-à-dire un produit scalaire euclidien standard, enfin le canonique dans R3. Alors peut-être que je peux rappeler un peu formellement la définition de l'espace affine. Donc qu'est-ce qu'un espace? Définition, enfin mathématique, vous ouvrez Wikipédia ou ce que vous voulez, ou un bouquin de maths. Je ne sais pas si vous avez déjà formalisé ça. Donc un espace affine, c'est un espace vectoriel donc, que je note V sur un certain corps. Sur un certain corps K, un corps au sens mathématique, hein, la structure algébrique corps, hein, on peut faire des multiplications, des additions, etc. Il y a un inverse, machin. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est R. Et un ensemble non vide, E comme ensemble, V comme vectoriel. Et c'est ça, à proprement parler, l'espace, c'est l'ensemble des points, des positions. Alors j'ai dit qu'il n'en existait pas, si, parce qu'on a un référentiel. Donc, une fois que j'ai un référentiel, l'espace que je construis dessus a cette structure-là. Donc, c'est un ensemble de positions, avec la propriété suivante, et donc une application que je vais noter phi de E croix E dans V, qui a deux points A et B quelconques dans l'ensemble, donc c'est l'espace lui-même, je prends deux points, donc j'ai une application qui, si je prends deux points, je peux leur associer à ces deux points un certain vecteur que je note AB, point de départ, point d'arrivée, si vous voulez, je le note comme ça avec une flèche, qui est un élément de l'espace vectoriel. Et dans le cas de notre espace géométrique, cet espace vectoriel, c'est R3. Alors cette application doit satisfaire, pour que l'espace affine, pour que l'espace en question soit l'espace affine, doit vérifier les propriétés suivantes, donc telles que l'application, telle que, quel que soit A, B et C, dans l'espace, enfin dans E croix E croix E, prenez trois points quelconques, alors vous avez AB plus BC égale à C. D'accord. À chaque l'espace affine, c'est que vous avez un espace vectoriel, pour nous R3, vous avez un ensemble non vide, l'ensemble des points, et vous avez une application qui, si vous prenez deux points, vous lui associez un vecteur. On est très habitué à ça, hein. C'est une formalisation, mais c'est l'espace que vous connaissez. Hein. Je pourrais ne pas faire ça, mais ça va être utile plus tard, parce que je vais introduire tout de suite peut-être la notion de métrique, qui sera importante par la suite. Mais, donc, vous prenez deux points quelconques qui est associé à un vecteur. Bah oui, le vecteur AB, quoi, comme vous faisiez au collège. Hein. Vous prenez deux points, vous faites un vecteur. Mais il y a une propriété sous-jacente qui nous paraît complètement évidente, c'est le théorème de Chasles. Enfin, la loi de Chasles, c'est pas un théorème, justement, c'est comme ça, c'est une caractéristique de l'espace. Cette propriété, c'est que si vous prenez deux points, si vous prenez trois points, le vecteur du premier au deuxième, qui est un élément de V, de l'espace vectoriel, un élément de R3, plus le vecteur associé aux deux autres, eh ben, c'est égal au vecteur associé au premier et au troisième. Cette propriété-là, qui est évidente, c'est vraiment au cœur de notre compréhension de l'espace, euclidien, standard, enfin de notre espace géométrique standard, est une propriété qui pourrait ne pas être, d'accord. Le point clé, parce qu'on y reviendra beaucoup par la suite, quand justement on va voir la structure de l'espace-temps, c'est que l'espace, c'est pas juste un ensemble de points. Si c'était un ensemble de points, c'est ce qu'on peut appeler une poudre.
Si vous prenez tous les points, vous mettez ça, enfin, si vous le mettez en tas, ça fait de la poudre, quoi. C'est les points, ils n'ont aucune cohésion, aucune relation entre eux. C'est pas juste des points, c'est des points avec une certaine structure. D'accord ? Et en particulier, bien sûr, une structure métrique qui établit des distances entre eux. Parce que si c'est juste une collection de points, vous pouvez les mélanger, vous les mettez dans un autre ordre. Enfin, il n'y a pas d'ordre, ça n'a même pas de sens. C'est juste des points tous indépendants les uns des autres. C'est pas ça notre espace, c'est pas du tout ça notre intuition spatiale. C'est qu'il y a des lieux et qu'il y a justement un sens à dire qu'on est près d'un autre, c'est que la distance n'est pas grande. Donc il y a toute une structure sous-jacente. Alors, dans le cas de notre espace géométrique, c'est tellement évident qu'en fait, comme je viens de le dire, on construit l'espace à partir de la notion de distance. Donc évidemment, il y a au moins la notion de distance sous-jacente. Mais il peut y avoir des notions de distance dans un espace qui ne serait pas euclidien. Par exemple, à la surface de la Terre. Vous pouvez considérer l'ensemble des points à la surface de la Terre. Il y a une notion de distance entre eux. Vous pouvez mesurer, quoi. C'est une vraie réalité. Mais ce n'est pas du tout euclidien. Vous ne pouvez pas faire un truc comme ça avec les points de la surface de la Terre. Donc ça, c'est pas rien de dire que notre espace, l'espace dont on parle, l'espace géométrique, c'est un espace affine euclidien à 3D. C'est une caractérisation très très forte de la structure très particulière de l'espace. Il se trouve que ça correspond à notre intuition, et il se trouve que c'est exactement ce qu'on voit partout, jusqu'à une précision colossale, tant qu'il n'y a pas des champs gravitationnels gigantesques, c'est parfaitement, c'est quasi parfaitement le cas de notre espace physique pour autant qu'on sache. Même pas pour autant qu'on sache, on le mesure. Maintenant, il se trouve, ça c'est une découverte ultérieure à la relativité restreinte, il se trouve que quand on est en présence de champs gravitationnels très intenses, eh bien l'espace n'est plus euclidien, il faut modifier un peu ça. Mais, et c'est pour ça quand même que je passe le temps à faire ça, pour la relativité restreinte, ce que j'écris là, qui est juste notre intuition, une intuition d'Euclide, depuis toujours, donc, cet espace-là reste celui-là. C'est-à-dire, en relativité restreinte, l'espace, qui n'existe pas de façon absolue, mais qu'on peut construire sur n'importe quel référentiel, l'espace est toujours celui-là. C'est bien l'espace plat, l'espace euclidien, l'espace affine, standard. Donc ça, c'est déjà bien. On ne va pas s'embêter avec autre chose que ça. Ce qu'on appelle l'espace, une fois qu'on a compris qu'on ne pouvait le construire que sur un référentiel, ce qu'on appelle l'espace, et ce qu'on a toujours appelé espace, ça se comporte exactement pareil. Il n'y a rien de différent. C'est les mêmes propriétés métriques, etc. Oui ? Je ne sais pas si vous attendez le faire ou pas, mais c'est un peu différent quand même, vu que la distance entre les points, elle va changer même dans un référentiel. Alors, non, oui, non, je vois ce à quoi vous faites référence, contraction des longueurs, etc. Le problème, c'est que vous dites la distance entre les points va changer. Et là, je suis obligé de vous dire, mais vous me parlez de points. Et ça n'existe pas, les points. Ça existe au sein d'un référentiel, on les a construits. Mais vous ne pouvez pas dire que la distance entre deux points change quand on change de référentiel, parce que ce n'est plus les mêmes deux points. C'est pour ça que j'insiste sur des choses évidentes, mais vous ne pouvez parler de deux points. Si vous parlez de points instants, c'est ce qu'on appelle des événements, là d'accord. Ça, tout le monde est d'accord. C'est un truc qui s'est passé quelque part à un instant. Je peux le regarder de différentes façons, mais c'est un truc objectif. Si vous me parlez d'un point, ce n'est pas objectif. Ça dépend quand, parce que sinon, ce que vous appelez point, moi je peux l'appeler trajectoire. Alors maintenant, si vous me dites, entre deux points, la distance n'est pas fixe. Bah évidemment, parce que pour moi, c'est deux trajectoires. Entre les deux trajectoires, pourquoi elle serait la même ? Et de fait, elle ne l'est pas, d'accord. Donc, c'est là où il faut faire attention. Oui ? Non. Pourquoi ? Oui. Comment on peut comparer la distance qu'il y a entre les deux si on ne peut pas... Eh bien, effectivement, c'est une très bonne question, et la réponse est qu'on ne peut pas. Ce qu'on peut faire, par contre, tout simplement parce que il n'y a pas de sens à parler de la distance entre les deux, puisque je peux parler de la distance entre deux points, mais pour le faire, il faut que je me mette dans un référentiel. Si je change de référentiel, je vais construire un autre espace,
je peux repérer la position des deux personnes en question dans cet espace, mais à nouveau, ce sont deux trajectoires vis-à-vis du premier référentiel ou d'encore un autre. Ce que je peux faire, par contre, c'est parler de la distance entre deux événements. Parce que là, je parle de quelque chose de clair. Si je parle de points, en fait, vraiment, il faut s'ancrer dans l'idée que parler d'un point, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points spatiaux. Il y a des points d'espace-temps. Des points instants, là, oui. Ça, c'est un événement physique. Je peux l'ignorer, le comprendre, etc. Mais il existe. Un point, ça n'existe pas. Mais je peux le faire exister au sein d'un fait référentiel. C'est pour ça qu'en fait, si je vous dis un point, ça n'existe pas, bien sûr que si. Par exemple, celui-là. Oui, mais à chaque fois, à chaque fois qu'on parle d'un point, on présuppose un référentiel. Implicitement ou explicitement, mais toujours implicitement au moins. Donc, justement, le gros travail, ça va être d'arriver à cesser de penser à des points, mais de penser à des événements. Pour autant, bien sûr, quand on fait une expérience, on est dans un référentiel. Et donc, quand je parle du mouvement de ce corps qui tombe, oui, je peux dire, il est passé de ce point-là à celui-là, à celui-là, à celui-là. Mais il faut toujours que j'ai en tête dans ce référentiel-là. Il est passé par ce point-là à cet instant, puis celui-là à l'instant suivant, etc., etc. Maintenant, si entre deux événements de cette chute, je dis il y a telle distance spatiale, ou disons, quelle est la distance d'espace entre ces deux événements, ça va dépendre du référentiel. Parce que je peux désigner les deux points en question dont je parle quand je pose la question quelle est la distance spatiale entre eux. Je ne peux formuler la question qu'au sein d'un référentiel, en fait. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer quelque chose que je vais faire remarquer plus tard, mais du coup, je vais le faire maintenant. Le fait qu'entre deux événements donnés, la distance dépend du référentiel est une évidence absolue. Et vous le savez tous, parfaitement. Je ne sais pas comment vous allez rentrer chez vous ce soir. Admettons que vous preniez le bus ou le métro. Admettons que vous preniez le métro. Vous allez prendre le métro à la station, je ne sais pas, là-haut, Bibliothèque François Mitterrand, et vous allez descendre je ne sais pas où. Quelle est la distance? Donc, il y a un événement bien identifié. Vous montez dans le métro à Bibliothèque François Mitterrand, et vous descendez du métro je ne sais pas où. Gare Saint-Lazare, ligne 14. Ces deux événements sont bien identifiés. C'est à un endroit précis, à un moment précis. C'est l'événement, vous êtes sorti de la rame, enfin vous êtes rentré dans la rame, vous êtes sorti de la rame. Question, quelle est la distance spatiale entre ces deux événements? Réponse, mais de quoi vous parlez? Distance spatiale, ça dépend du référentiel. Dans le référentiel de Paris, là, la distance, c'est la distance entre cette station et Gare Saint-Lazare. Il y a je ne sais pas combien de kilomètres. Dans le référentiel de la rame de métro, 0. Vous êtes sorti au même point que vous êtes rentré. Donc vous avez identifié deux événements parfaitement clairs. Tout le monde est d'accord sur ces deux événements. Vous êtes rentré dans la rame, vous êtes sorti de la rame. Mais maintenant, si vous demandez quelle est la distance entre les deux, si vous me donnez le référentiel, je peux vous dire. Mais sinon, évidemment, ça dépend du référentiel. Évidemment. Eh bien, ce qu'on va découvrir en relativité, c'est que la question, ok d'accord, mais quel est l'intervalle de temps entre ces deux événements? C'est pareil. Ça dépend du référentiel. Ça paraît fou parce qu'on a l'habitude de penser, ok d'accord, on s'est déplacé, mais enfin le temps c'est le même quoi. Je suis rentré à telle heure, je suis sorti à telle heure, pas besoin d'un référentiel pour me dire à quelle heure je suis rentré. Alors je peux changer, je peux reculer mon horloge d'une heure, mais l'intervalle de temps, la date d'arrivée moins la date de départ, elle est ce qu'elle est, point. Non. Elle n'est pas plus ce qu'elle est que la distance spatiale entre les deux événements est ce qu'il est. Est ce qu'elle est. Ça, c'est très contre-intuitif. Mais c'est ça qu'on va voir. Et on va voir que c'est juste inévitable, en fait. Donc, j'imagine qu'il commence à être tard. Oui, il reste 10 minutes. Donc
je finis cette formalisation de l'espace euclidien, l'espace affine. Voilà. Et l'autre propriété, donc ça c'est la relation de Chasles que vous connaissez depuis toujours. Et l'autre propriété, c'est que quel que soit le point que vous considérez dans l'espace, prenez un point, et quel que soit le vecteur V que vous prenez dans l'espace vectoriel en question, ici R3, donc pour nous c'est R3. Quel que soit donc le vecteur que vous prenez, il existe un unique point B dans l'espace, tel que AB égale V. Ça, c'est très très important. Et je vais faire un petit dessin. Encore une fois, ça va vous paraître évident. Enfin, ça vous paraît sans doute déjà évident. Parce que c'est vraiment ça notre intuition de l'espace. Donc, si vous prenez deux points de l'espace, A et B, vous pouvez lui attribuer un vecteur dans l'espace vectoriel, donc dans R3 pour nous, qui est le vecteur AB, au sens ordinaire qu'on découvre au collège ou même avant. Inversement, donc ça c'est le vecteur AB. Si vous donnez un certain vecteur V et un point A, alors ce vecteur, je vais le représenter abstraitement comme ça, mais déjà je le mets dans l'espace. Alors déjà, c'est plus le vecteur abstrait, parce que je l'ai représenté. Mais vous prenez un vecteur quelconque, alors, trois nombres, un vecteur. Je pense que c'était plutôt alpha, bêta, gamma, je sais pas. Vous prenez un vecteur quelconque et un point quelconque, il existe un unique point B tel que AB, le vecteur AB soit justement ce vecteur-là. C'est très important, parce que ça c'est vrai quel que soit V. Donc à partir de chaque point, vous pouvez tracer n'importe quel vecteur et arriver sur un autre point unique. Il n'y en a qu'un. Mais c'est vrai quel que soit le point. C'est-à-dire si vous avez choisi un vecteur, le vecteur V, je choisis ce point-là, hop, ben je trace là, ça m'amène à B. Si je prends ce point-là, C, ben je peux mettre le même vecteur. Et ça me donne un unique autre point, D, tel que CD égale V. Et donc égale à B. Et vous voyez qu'associé à ça, il y a la notion qui est une notion clé en relativité générale et qui pose souvent problème pour acquérir bien cette notion, c'est la notion de transport parallèle. Vous voyez, pas très parallèle. L'idée, c'est que du coup, vous pouvez prendre un vecteur géométriquement matérialisé ici et l'emmener ailleurs. Parallèlement, lui-même, ça reste le même vecteur. Alors que si par de là, il arrive là, si c'était un bout de bois, bah oui, c'est pas le même. Enfin, vous pourrez prendre le même bout de bois, mais je veux dire, c'est pas le même objet a priori, ça part pas du même endroit, ça arrive pas au même endroit. Mais vous êtes capable de dire que c'est le même. Donc vous êtes capable de relier les vecteurs en un point à des vecteurs en un autre point. Oui, et dire que c'est le même ou c'est pas le même. Et vous pouvez prendre le produit scalaire entre ce vecteur-là et celui à un autre point, alors qu'ils sont pas de même nature d'une certaine façon. Mais en fait, si, ils sont de même nature via la structure affine ici, puisque effectivement, à chaque point, à chaque bipoint, à chaque paire de points, vous pouvez attribuer un vecteur de l'espace vectoriel. Inversement, pour chaque vecteur et chaque point, vous pouvez trouver un unique point B. C'est pas comme si vous pouviez en avoir plusieurs, il n'y en a qu'un. Alors ça nous est supernaturel. Hein. C'est, encore une fois, c'est l'espace euclidien tel qu'on le connaît. Mais c'est important de comprendre qu'il y a de la structure là derrière. C'est pas n'importe quoi. C'est pas juste, encore une fois, c'est pas un ensemble de points l'espace. Il y a une structure. Et
pour finir, donc, dans le cadre de notre espace, l'espace vectoriel en question, c'est R3, comme je le disais, et il y a une structure métrique associée à ça. Donc ça, c'est l'espace. Après, évidemment, on peut choisir des jeux de coordonnées, comment repérer les positions des points. On peut choisir les coordonnées sphériques, cylindriques, cartésiennes, ou n'importe quoi. C'est-à-dire, même à 2 dimensions, je peux décider que c'est ça, voilà mon système de coordonnées. Ça marche très bien, hein. Je vous donne 2 nombres, je prends le 0 ici, je vous donne 2 nombres, je dis que je suis à la position 2 par là, enfin 2 suivant x et 1 suivant y, bah ok, je suis là, voilà, ça me désigne un point, ça marche. Hein. Simplement, c'est généralement pas très astucieux de faire de la physique avec des coordonnées comme ça, mais enfin, c'est complètement indépendant de ce qui se passe. On peut faire la physique comme on veut. Et d'ailleurs, vous noterez que les lois de la physique, mdv sur dt égale f, sont écrites d'une façon qui, alors là, pas tout à fait, il y a le temps. Je vais le mettre comme ça. ma égale f, c'est écrit de façon complètement indépendante du système de coordonnées. Ça doit l'être. Les lois de la physique ne peuvent pas dépendre du choix du système de coordonnées. Alors évidemment, les composantes de ces vecteurs-là, dans un système de coordonnées particulier, va dépendre du système en question. Mais bon, donc, vous pouvez choisir les coordonnées que vous voulez, le système que vous voulez. Comme vous le savez, on peut choisir les coordonnées cartésiennes, qui sont les coordonnées qui manifestent de la façon la plus directe la structure métrique sous-jacente de cet espace, via le fait que, donc si vous prenez des coordonnées, si vous prenez le point A de coordonnées x, a, y, a, z, a, et le point B de coordonnées x, b, y, b, z, b, eh bien, la distance entre A et B, au carré, c'est, enfin, ça s'écrit xb moins xa au carré, plus, etc. Ça va rester en relativité. Ça va rester, alors, enfin, si on choisit les bonnes coordonnées, on peut en choisir d'autres, hein. J'aurais pas besoin de faire. Enfin, ça n'a rien à voir avec la relativité. L'espace, je le répète, l'espace, la partie spatiale de l'espace-temps, donc l'espace qu'on construit sur un référentiel, est exactement le même, a la même structure en relativité que la structure intuitive. C'est vraiment, c'est notre espace, quoi. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Donc, je peux choisir d'autres coordonnées, d'autres systèmes pour lesquels ce ne serait pas du tout vrai qu'on écrit les distances comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il existe des systèmes de coordonnées, on peut choisir des coordonnées particulières pour lesquelles ça s'écrit comme ça. Alors, il y a plein de choix possibles même pour lesquels ça s'écrit comme ça. Je peux prendre donc il faut des coordonnées cartésiennes, je peux prendre l'origine où je veux d'abord, ça ne changera pas, hein, puisque ça va ajouter le même nombre. Si je fais une translation, ça va juste ajouter le même nombre. Puis je peux aussi orienter les axes n'importe comment, ça va modifier les valeurs de chacune des coordonnées, mais ça ne modifiera pas le fait que si je mets des x', y', z', ça s'écrira encore comme ça à la distance, si je garde le système de coordonnées cartésiennes. Donc, pour établir la structure générale de l'espace-temps, comme on va le faire la semaine prochaine, on s'appuiera sur des coordonnées cartésiennes, parce qu'elles manifestent directement les propriétés métriques de l'espace. Donc c'est plus simple. Mais on pourrait faire avec n'importe quoi, bien sûr. Bon, allez, je m'arrête là. Je parlerai peut-être de la métrique plutôt la prochaine fois. À la semaine prochaine.